Il existe des requins qui brillent dans le noir. Par exemple, les requins-houles. Ils vivent dans les profondeurs sombres de l'océan, à près de 518 mètres sous la surface. Personne ne sait exactement pourquoi, mais ils émettent une lueur fluorescente que seuls les autres requins-houles peuvent voir. Les scientifiques ont détecté cette lueur en utilisant des filtres qui bloquent la lumière jaune. Ils pensent que cela pourrait être le moyen pour ces gros poissons de communiquer avec leurs copains. Cette lueur aide ces requins à combattre les infections au niveau microbien. Les vachers ont des mots de passe secrets qu'ils utilisent pour se reconnaître entre eux. Il s'agit d'un type spécifique d'oiseaux parasites puisqu'ils pondent leurs œufs dans les nids d'autres espèces d'oiseaux. Les jeunes vachers ont un mécanisme interne qui leur permet de reconnaître le chant de leur espèce comme une sorte de mot de passe secret que seuls connaissent. C'est ainsi qu'ils parviennent à trouver d'autres oiseaux de leur espèce. Un grizzly a une force de morsure incroyablement forte. Il peut sembler mignon, mais si tu t'approches de ce grand gaillard, tu ferais mieux de rester hors de portée de ses griffes tranchantes et surtout de sa gueule. Sa force de morsure est de plus de 8 millions de pascal, ce qui signifie qu'il peut broyer une boule de bowling. Certains animaux ont de grosses rayures épaisses, d'autres sont plus superficielles. Les tigres font partie du premier groupe. Non seulement leur fourrure est rayée, mais leur peau l'est aussi. Il en va de même pour d'autres grands félins à fourrure comme les léopards des neiges. Les girafes et les zèbres font partie du deuxième groupe, car ils ont des motifs uniquement sur leur pelage. En parlant de zèbres, penses-tu qu'ils sont noirs avec des rayures blanches ou blancs avec des rayures noires? Au premier abord, il semble que la deuxième option soit la bonne. Leurs rayures noires se terminent principalement vers l'intérieur de leurs pattes et sur leur ventre, et le reste est blanc. Mais ce n'est pas vrai. Étonnamment, ils sont noirs avec des rayures blanches. Toute leur fourrure, qu'elle soit blanche ou noire, pousse à partir de follicules qui contiennent des cellules appelées mélanocytes. Tous les animaux possèdent ces cellules. Elles produisent un pigment appelé mélanine qui donne de la couleur à leurs poils et à leur peau. Chez les zèbres, des messages chimiques indiquent quel mélanocyte envoie le pigment à quelle zone de la fourrure. C'est pourquoi les zèbres ont un motif noir et blanc. Mais le blanc n'est pas un pigment propre, c'est une absence de mélanine. Le noir est donc leur couleur par défaut. Les koalas ont des empreintes digitales si proches des nôtres qu'elles pourraient même altérer les scènes de crime. Apparemment, ils n'ont pas grand-chose en commun avec les humains. Mais regarde de plus près leurs mains. Elles ont des boucles et des arcs distinctifs, donc si un koala veut faire quelque chose d'illégal, il serait bon qu'il porte des gants. Les crabes fantômes grognent lorsqu'ils sont en présence de créatures qu'ils n'aiment pas ou qu'ils trouvent menaçantes. Ils le font en utilisant leurs dents de leur estomac. D'abord, ils te font savoir qu'ils se défendront si tu tentes quelque chose en te montrant leurs pinces. Si cela ne fonctionne pas, ils émettent un grognement effrayant comme les chiens. Mais le bruit provient du frottement de leurs 3 dents longues et dures à l'intérieur de leur estomac. Les crabes fantômes produisent le même bruit lorsqu'ils broient de la nourriture. En parlant de dents, savais-tu que les défenses des narvals sont en fait une sorte de dents à l'envers? Contrairement à la majorité des autres baleines, les narvals sont les seuls à posséder une grande défense ou dents qui poussent à l'intérieur de leur mâchoire. Ils possèdent jusqu'à 10 millions de terminaisons nerveuses qui ne sont pas protégées, ce qui signifie que sa défense est très sensible à tout type de contact. C'est presque comme un morceau de peau, car les défenses n'ont généralement pas beaucoup de terminaisons nerveuses. Près de 95% des humains sont droitiers, et c'est la même chose pour les grands dauphins. Il y a même plus de droitiers parmi eux que parmi les humains. Lors d'une recherche, les scientifiques ont découvert que les grands dauphins se tournent vers le côté gauche plus de 99% du temps, ce qui signifie qu'ils sont droitiers. Ils placent leur côté droit et leur œil droit plus près du fond de l'océan lorsqu'ils vont chercher leur proie, comme les calamars, les crevettes ou les petits poissons. D'autres faits intéressants sur l'océan. Tu savais que les baleines à bosse utilisent des bulles lorsqu'elles poursuivent leur proie? On pourrait penser qu'elles n'ont pas besoin de méthodes particulières vu leur taille. Mais lorsqu'elles guettent leur proie dans les eaux profondes, ces baleines font équipe et utilisent une technique appelée filet à bulles. Tout en nageant en spirale ascendante, elles soufflent des bulles sous l'eau. Ces bulles empêchent les poissons de s'échapper. La plus ancienne preuve que nous ayons de chats domestiqués remonte à 12 000 ans. Des chercheurs l'ont découverte il y a près de 20 ans en creusant dans un ancien village de Chypre. Ils ont trouvé des ossements de chats juste à côté d'ossements humains, ce qui suggère qu'ils étaient proches même lorsque leur vie prenait fin. Les humains étaient des chasseurs, ils ont donc domestiqué les chiens en premier il y a environ 29 000 ans. Les chiens les aidaient à attraper d'autres animaux, mais ils ne pensaient pas avoir besoin de chats jusqu'à ce qu'ils commencent à se sédentariser et à stocker les surplus de récolte.
Les souris sont souvent présentes dans les entrepôts de céréales et les chats se sont avérés très utiles à cette époque. Les macareux sont très ingénieux lorsqu'ils veulent se gratter le corps. Ils peuvent sans doute être fiers de leur magnifique bec, mais ils pensent manifestement que ce n'est pas suffisant pour se gratter. Les chercheurs ont remarqué qu'ils ont tendance à prendre spontanément un petit bâton en bois pour gratter un endroit qui les démange. Il y a un type spécial de fourmi qui ne vit que dans une petite partie de Manhattan. Le terre-plein de Broadway, entre les 63e et 76e rues, est l'endroit que ces créatures rampantes ont décidé de choisir. La Manhattan Ant semble venir d'Europe, mais aucune espèce européenne ne peut réellement lui ressembler. Les fans de Potter, pouvez-vous croire qu'il existe une chose comme une grenouille en chocolat? Eh bien, pas tout à fait, mais ça lui ressemble. La Nouvelle-Guinée et l'Australie n'ont pas toujours été séparées. Elles ont passé des millions d'années ensemble jusqu'à ce que, il y a environ 12 000 ans, le niveau des mers les sépare. Comme elles sont restées ensemble pendant si longtemps, certains animaux et certaines plantes vivent encore dans les deux régions, notamment les rainettes de White. Ces grenouilles se sont répandues très loin et certaines d'entre elles qui vivent dans des régions chaudes et marécageuses entourées de nombreux crocodiles ont l'air d'être en chocolat. Nous connaissons tous les flamants roses pour leur couleur particulière, mais ils ne sont pas vraiment roses. Ils naissent gris et resteraient ainsi s'ils ne se nourrissaient pas d'algues bleues et de crevettes. Ces aliments contiennent un colorant naturel spécifique, ce qui explique pourquoi les plumes des flamants roses deviennent roses avec le temps. Lorsque les petits diables de Tasmanie grandissent et quittent leur mère, ils se regroupent et forment des liens qui durent toute leur vie. Les vaches ont aussi des liens sociaux plus forts qu'on ne le pense. Elles aiment socialiser et nouent des amitiés durables. Une étude a même révélé que leur rythme cardiaque augmente sensiblement en signe de stress lorsqu'elles sont séparées de leurs meilleurs amis. Imagine que tu puisses simplement te congeler pendant les froides journées d'hiver au lieu d'écouter tes dents claquer et d'essayer de fermer ta veste. C'est ce que peuvent faire les grenouilles. Les grenouilles aquatiques hibernent principalement sous l'eau et passent la majeure partie de l'hiver au fond d'un étang, d'un lac ou d'une autre étendue d'eau. Les crapauds et les grenouilles ont généralement le sang froid, ce qui signifie que la température de leur corps adopte celle de leur environnement. Ainsi, les grenouilles peuvent geler pendant l'hiver en raison d'une forte concentration de sucre ou de glucose dans leurs organes vitaux. Une fois dégelées, elles continuent comme si de rien n'était. Les pieuvres ont 3 cœurs et du sang bleu. Elles peuvent se déplacer à une vitesse de 40 km/h et projettent de l'encre qui non seulement brouille le champ visuel du prédateur, mais lui nuit également. Les pieuvres ont aussi 9 cerveaux, le cerveau central et 8 cerveaux plus petits situés dans leurs bras. C'est pourquoi leurs bras peuvent ouvrir un coquillage alors que le cerveau central est occupé à faire autre chose. Une pieuvre goûte même avec ses bras. Elles possèdent des cellules dans leurs ventouses qui permettent aux bras de toucher et de goûter de manière à détecter les substances chimiques produites par les créatures marines. De cette façon, une pieuvre peut distinguer ses proies des rochers. C'est une journée comme les autres. Pour le moment, en tout cas. Tu sors du lit les cheveux en pagaille, tu t'étires et tu bailles à t'en décrocher la mâchoire. Si tu dors encore 5 minutes, tu risques de prendre du retard. Donc pas de temps à perdre. Tu te précipites, pas de petit déjeuner, tu prends ta veste et tu sors en claquant la porte. Pouf! Tu te retrouves dans le noir. Tu ouvres doucement les yeux. L'air a une odeur différente et ça te donne un peu le vertige. Tu entends une sorte de cri de dinosaure, comme dans un film. Tu jettes un coup d'œil autour de toi et... Attends, on dirait vraiment la préhistoire. Il fait chaud et humide. Tout autour de toi est vert et luxuriant. Tu aperçois des créatures qui bougent entre les arbres. Certaines d'entre elles ont un bec et ressemblent à des canards qui ont trop grandi. D'autres ont des cornes. Et là, tu réalises que ce sont réellement des dinosaures. Donc, tu es vraiment retourné dans le passé. Après avoir examiné la situation, tu sens quelque chose qui te chatouille le bras. Tu te retournes pris de panique, et là... Ah! C'est quoi cette créature nichée dans ta manche? La première chose que tu remarques, c'est qu'elle est toute petite, beaucoup plus petite que ton chat, qui est sûrement en train de faire une sieste dans sa niche au moment où l'on parle. Imagine un colibri, le plus petit oiseau de la Terre. La créature qui est dans ta manche est encore plus petite. Est-ce que c'est un insecte préhistorique? Non, c'est un dinosaure, le plus petit dinosaure qui ait jamais existé. C'est un Oculudentavis, ce qui veut dire oiseau, œil, dent. Son crâne mesure moins d'1 centimètre.
L'animal entier mesure environ 5 cm. Tu ne sens même pas son poids sur ton bras. Le machin pèse à peine 30 grammes. Il est clairement carnivore. Il a plus de 100 dents minuscules. Elles sont coniques et pointues. Tu bugs 2 secondes. Et si le dino te mordait, tu ne sais même pas s'il est vénéneux. Mais on dirait qu'il est seulement intéressé par les insectes. Il a aussi d'énormes yeux globuleux. C'est d'ailleurs légèrement dérangeant, sur le côté de sa tête. Ses yeux sont clairement ceux d'une créature qui est particulièrement active le jour. Si seulement tu avais un expert à portée de main, il pourrait t'expliquer pourquoi une si petite créature existait au temps des géants de la préhistoire. C'est probablement à cause du phénomène de miniaturisation. Au fil du temps et des générations, des animaux relativement grands sont devenus de plus en plus petits. Ça peut arriver à des animaux qui vivent sur des îles ou qui sont isolés des autres espèces. Une autre chose qu'un expert te dirait, c'est que cette petite créature n'est probablement même pas un dinosaure. Après avoir examiné le crâne de la petite bête, ou plutôt une fois qu'ils l'auront examiné, les experts ont avancé l'hypothèse que ce n'était pas un dinosaure, mais un lézard. Mais même si cette hypothèse était vraie, ce serait un lézard bizarre. Après tout, il a une tête d'oiseau. Peu importe ce que c'est, tu en as marre de rester immobile. Fais attention de ne pas le déranger. Dès que tu fais un pas, pouf, tout redevient noir. Tu rouvres les yeux doucement. Changement de décor. Tu jettes un coup d'œil aux alentours. C'est là que tu remarques que plusieurs gros buissons commencent à bouger. Tu sais qu'il faudrait t'enfuir, mais ta curiosité l'emporte. Tu t'approches pour voir ça de plus près et te mets à hurler comme une sirène. La créature devant toi ressemble à un mille-pattes. Un mille-pattes géant de 2 mètres de long, le plus gros du monde. C'est un arthropleura. Les chercheurs ne savent pas vraiment pourquoi cet insecte, comme d'autres d'ailleurs, était aussi gros il y a 300 millions d'années. C'est peut-être dû à la quantité d'oxygène dans l'atmosphère. 30% de l'air à l'époque, 21% aujourd'hui. C'est peut-être cet élément qui permettait aux insectes d'atteindre ces tailles énormes. De plus, ces animaux n'avaient pas de prédateurs. La seule chose qui te rassure un petit peu, c'est que cette bête n'a pas l'air d'être carnivore. C'est un cousin d'un mille-pattes, et il se nourrissait de matière organique en décomposition. Miam! Tu as à peine le temps de reprendre tes esprits, quand soudain, quelque chose passe à côté de ta tête avec un bruissement. Il faut vraiment que tu t'habitues au fait de croiser des créatures géantes et effrayantes. Cet animal volant ressemble à une libellule, mais avec une envergure de 60 mètres minimum. Selon les experts, c'est le plus gros insecte de tous les temps. Le truc le plus fou, c'est qu'il ressemble vraiment à une libellule géante. Mais cet insecte fait partie de l'ordre éteint des méganisoptères. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Au lieu de passer son chemin, le machin qui n'est pas une libellule, revient vers toi. Tu es paralysé par la peur, et tu ne t'enfuis même pas. Pouf! Il fait encore tout noir. Tu devrais y être habitué. Tu ouvres les yeux, et tu aperçois une ombre imposante pendant que tu es au sol. Ça, c'est un dinosaure. Tu sais même quel dinosaure c'est. C'est un stégosaure. Ces gros dinosaures ont existé à la fin de l'ère jurassique, il y a environ 150 millions d'années. Ils se caractérisaient par des plaques osseuses sur le dos. Les plus grosses mesuraient 60 cm de hauteur et 60 cm de largeur. Les stégosaures étaient lourds, gros et maladroits. Ils atteignaient la hauteur de 2 personnes adultes et pesaient environ 5 tonnes. Malgré ce corps énorme, ils avaient un petit cerveau. Soit un cerveau 2 fois plus petit que celui de nos chiens d'aujourd'hui. C'est pour ça que le stégosaure était si lent. Certains experts considèrent qu'il ne dépassait jamais les 8 km/h. Avant même de pouvoir commencer à paniquer, tu te rends compte que la bête n'est vraiment pas intéressée par toi. Par contre, c'est un gros mangeur de végétaux. Grâce à son bec sans dents, il parvient à croquer dans les plantes basses comme les pins, les fougères et les cycas. Bon, ce n'est pas encore l'heure de se reposer sur ses lauriers. Une ombre traverse le ciel. Tu le connais, celui-là aussi. C'est un ptérodactyle. La première espèce découverte de ptérosaures, de grands reptiles volants. Le ptérodactyle marchait sur 4 pattes
Et contrairement à certains de ses cousins, il avait des dents. Même si ces créatures étaient des créatures volantes, ce ne sont pas les ancêtres de nos oiseaux. Ces derniers sont les descendants de petits dinosaures qui marchaient sur 2 pattes et étaient couverts de plumes. Bon, le ptérodactyle qui est en train de voler au-dessus de ta tête n'est pas aussi effrayant que dans les films. Il est plutôt petit, son envergure ne dépasse pas le mètre. Mais juste pour être sûr de rester sain et sauf, tu décides de te cacher sous un arbre. C'est comme avec les pigeons, vaut mieux pas recevoir un cadeau sur la tête. Ça, c'est fait. Comme par hasard, pendant que tu cherches à atteindre la forêt pour être a priori en sécurité, tu trébuches sur une racine. Tu tombes sur le dos et pouf, c'est le blackout. Quand tu te réveilles, pour la énième fois, tu as du mal à respirer. On dirait que quelque chose est enroulé autour de ton corps. Tu relèves doucement la tête pour voir et... Ah, est-ce que je vais survivre à cette journée? Un serpent géant s'est enroulé autour de toi. Il est tellement grand que tu le reconnais immédiatement. C'est le titanoba. Il n'existe aucun autre reptile aussi gros, ni vivant, ni éteint. Ce serpent pesait plus d'1 tonne et mesurait probablement 13 mètres environ. En guise de comparaison, l'un des plus gros serpents actuels vivants, l'anaconda, pèse 1/4 de tonne et atteint les 9 mètres de long maximum. Le titanobia vivait en Amérique du Sud il y a 60 millions d'années. Il aimait les coins les plus humides des forêts tropicales, comme l'anaconda. Les chercheurs ne sont pas totalement sûrs, mais ils considèrent que ce serpent pouvait soit vivre dans l'eau, soit juste aux abords. Il se nourrissait probablement de crocodiles, de tortues et de poissons. Soudain, tu sens que le serpent se met à bouger. Est-ce qu'il va t'écrabouiller? C'est là que tu regrettes de ne pas pouvoir voyager dans le temps quand tu veux. Et là, pouf, encore une fois. Tu te retrouves sur les quais d'un large fleuve. Tu t'approches de l'eau et tu remarques que quelque chose bouge sous la surface. Tu te baisses pour voir ce que c'est, puis tu recules brusquement. Le poisson de 60 cm de long que tu viens d'apercevoir a une rangée de dents triangulaires aiguisées et dentelées comme un couteau à pain. C'est le méga piranha. Il faut être extrêmement prudent. La morsure de ce poisson est vraiment puissante. Elle peut atteindre 30 fois le poids du piranha, à savoir de 9 à 14 kilos en moyenne. En guise de comparaison, les piranhas modernes ne pèsent pas plus de 900 grammes. Le méga piranha vivait en Amérique du Sud il y a entre 6 et 10 millions d'années. C'est trop vieux et trop loin pour toi. Tu t'assois par terre, loin de l'eau, et tu attends. Tôt ou tard, tu vas entendre un pouf et retomber dans le noir. L'aventure va continuer. Puis d'un coup, tu repenses au goût étrange du burrito que tu as mangé la veille. Est-ce que ça peut avoir un lien? Ça y est, ils sont lancés. Dans l'ultime épreuve de vitesse contre endurance, le guépard prend immédiatement la tête. Atteignant la vitesse d'une voiture sur l'autoroute en seulement 3 secondes, c'est l'animal le plus rapide de la planète. Mais au bout de seulement 20 secondes, pendant lesquelles il a parcouru une distance de 7 terrains de football, le guépard ne peut plus continuer. Et l'antilope d'Amérique prend le relais. C'est l'animal le plus rapide d'Amérique du Nord. Elle laisse ses ennemis naturels, coyotes et lynx roux, loin derrière. Mais la voilà qui ralentit aussi. À une vitesse plus faible, elle peut la maintenir pendant plusieurs kilomètres. Attention, derrière toi. C'est un gnou bleu. Leur vitesse de pointe mise à part, ces animaux parcourent de vastes distances couvrant plus de 1600 km au cours de leur migration annuelle. Il te faudrait 20 heures de voiture pour parcourir cette distance. Ensuite, c'est le roi des animaux en personne. À l'instar des guépards, les lions sont faits pour de courtes pointes de vitesse. Ils chassent en sprintant vers leur proie et en se jetant sur elle avec des bonds pouvant atteindre 11 mètres. Mais au bout de quelques secondes, leurs muscles s'épuisent. Les voici l'un après l'autre, chats, lapins, ours. Presque tous les sprinteurs se mettent en branle en moins d'1 minute. Maintenant, découvrons qui peut tenir le plus longtemps. L'animal bipède le plus rapide et l'oiseau le plus gros de la planète peut assez bien rivaliser avec les sprinteurs. Les tendons des pattes d'autruche sont comme des ressorts qui propulsent l'animal vers l'avant sans trop dépenser d'énergie. Mais au bout de 45 minutes, alors que sa vitesse ne cesse de diminuer, l'autruche finit par abandonner. Et voilà que l'antilope d'Amérique abandonne aussi. Fait amusant, elle tire son nom anglais, pronghorn, de la fente unique qu'elle a dans chaque corne, comme les dents d'une fourchette. C'est le seul animal qui perd ses cornes chaque année. En général, seuls les bois tombent chaque année.
Au bout d'1 heure, le chameau s'arrête. Il peut facilement transporter de grandes charges sur plus de 40 km par jour, mais pas en courant. Pour les journées venteuses dans le sable, les chameaux ont 3 paupières, protégées par 2 rangées de longs cils épais. Ils peuvent également fermer complètement leurs narines. Ce serait bien pratique pour nous aussi. Les chiens de traîneau ne sont pas loin derrière. Ils possèdent beaucoup d'énergie pour maintenir leur endurance. Ils consomment 5 fois plus de calories que ton chien domestique et en absorbent jusqu'à 10 000 par jour. Mais au bout d'1 heure et 20 minutes, ils s'arrêtent. Les zèbres tiennent toujours le coup. Tant qu'ils parviennent à éviter le bond rapide d'un lion, ils peuvent facilement distancer leurs prédateurs grâce à leur endurance. En réalité, le lion échoue à attraper le zèbre environ 80% du temps. Leurs cousins, les chevaux, continuent de galoper à une vitesse constante de 15 km/h, même s'ils sont capables d'aller 5 fois plus vite. Un cheval de course est élevé pour l'endurance, car sa rate pompe davantage de globules rouges pour maintenir ses muscles oxygénés. Mais au bout de 2 heures et demie, le cheval est lui aussi hors course. Et maintenant, l'humain prend les devants. Soufflé dans la poussière au début de la course, la vitesse la plus rapide jamais atteinte par notre espèce est de 44,7 km/h. Et c'est le sprinter olympique Usain Bolt qui l'a atteinte pendant une fraction de seconde. La vitesse est plutôt réservée au règne animal. Les humains ont été conçus pour courir sur de longues distances, et en cela nous les surpassons tous. Le meilleur que nous ayons dans ce domaine est un homme nommé Dean Karnazes, qui a couru 563 km à travers la Californie du Nord sans s'arrêter pendant 80 heures et 44 minutes, soit plus de 3 jours de course non-stop. Notre espèce a évolué pour la course d'endurance. Nous avons un corps couvert non pas de fourrure, mais de 2 à 5 millions de glandes sudoripares. Nous sommes aérodynamiques et pouvons nous rafraîchir plus efficacement que les animaux qui allaitent au lieu de transpirer. Nos gros muscles fessiers nous maintiennent en position verticale. Cela réduit notre centre de gravité et la surface frappée par le soleil. Nous économisons de l'énergie, maintenons notre équilibre et n'avons pas trop chaud, contrairement aux proies que nos premiers ancêtres chassaient. Il fallait de la persévérance, pas de la vitesse. Mais n'importe quel humain qui a déjà essayé de courir après le bus le sait. Nous devons nous entraîner pour parcourir de très longues distances. Et l'usure de nos muscles et de nos articulations n'est pas à négliger. Les marathoniens réguliers ont besoin de semaines, voire de mois de préparation avant une compétition et plusieurs semaines de repos après celle-ci. Les coureurs ont ralenti leur rythme jusqu'à marcher et le règne animal peut enfin briller par son endurance. Le lemming arctique passe la majeure partie de sa journée à trotter à la recherche de nourriture. Cette minuscule créature de 85 grammes parcourt 16 km par jour. C'est comme si tu parcourais la distance de 40 Grands Canyons en 24 heures. Un ours polaire parcourt généralement 32 km par jour, mais certains ont été suivis sur plusieurs centaines de kilomètres. Les ours polaires sont en réalité considérés comme des mammifères marins, puisqu'ils passent leur vie sur la glace de mer et dépendent de l'océan pour se nourrir. Les meutes de loups parcourent jusqu'à 50 km par jour à la recherche de nourriture. Les solitaires à la recherche d'une nouvelle meute ou d'un partenaire peuvent voyager beaucoup plus loin, jusqu'à 750 km. C'est comme si l'on montait et descendait l'Everest 50 fois. Au cours de leur migration annuelle, les caribous peuvent parcourir plus de 4800 km, soit plus que la distance entre San Francisco et New York. La couleur des yeux des caribous de l'Arctique passe du doré au bleu en hiver. Cela rend leur vision plus sensible à la lumière pendant ces mois de faible ensoleillement. Mais qu'est-ce que c'est là-haut dans le ciel ? Ce sont les pilotes d'endurance. Prends tes jumelles et regarde ce colibri à gorge rubis. Ne pesant pas plus d'une pièce d'un centime, certains d'entre eux traversent le golfe du Mexique, une distance de 800 km, en environ 22 heures de vol sans escale. Pas mal pour le plus petit oiseau du monde. Attention petit, voici un faucon pèlerin qui vole à 200 km/h. Ces oiseaux peuvent parcourir jusqu'à 1200 km par jour et atteindre une vitesse de près de 305 km/h en plongée. C'est le vol d'endurance le plus rapide parmi les oiseaux et techniquement l'animal le plus rapide sur Terre. Oh, une ombre qui se profile recouvre le faucon pèlerin. Voici le plus grand oiseau volant du monde. Avec ses 3,5 mètres d'envergure, l'albatros peut parcourir 16 000 km, soit presque la moitié du globe en un seul voyage. Il passe la plus grande partie de sa vie en vol, ne se posant que lorsqu'il est temps de se reproduire. Ah, nous avons ici une libellule qui a récemment détrôné le papillon monarque pour la première place parmi les migrations massives d'insectes. Les monarques font un voyage annuel de 4500 km du Canada au Mexique. Mais la libellule globe-trotteuse traverse les océans et vole sur une distance de 17 700 km. Si tu veux établir un record du monde de la plus longue marche, il te faudra partir de la pointe la plus méridionale de l'Afrique et marcher jusqu'à la pointe la plus septentrionale de la Russie. Cela représente 22 500 km, soit plus de la moitié de la circonférence de la Terre.
La sterne arctique couvre environ 30 000 km, soit les 3/4 de la circonférence de la Terre en 3 vols d'une semaine. Si tu voulais le faire à pied, il te faudrait 4 ans pour effectuer un tel voyage. Mais ce n'est rien comparé à l'oiseau qui peut voler sans arrêt pendant 200 jours d'affilée. Certains martinets peuvent voler pendant 10 mois non-stop, ce qui signifie qu'ils parcourent la distance de la Terre à la Lune plusieurs fois dans leur vie. Comme beaucoup d'oiseaux migrateurs qui fuient l'hiver, ils mangent et dorment en volant. Passe en mode rayon X et tu verras ces oiseaux éteindre la moitié de leur cerveau pour se reposer, tandis que l'autre moitié continue le vol. Ne sois pas si impressionné, les humains peuvent faire ça aussi, en quelque sorte. C'est pour cela que tu dors si légèrement dans des endroits non familiers. La moitié de ton cerveau est en alerte et ne dort pas entièrement. Les baleines à bosse nagent plus de 9600 km chaque année pendant la saison des migrations. Elles détiennent le record de la plus longue migration parmi les créatures marines. Fait amusant, la bosse de chaque baleine est aussi unique qu'une empreinte digitale. Il existe même un catalogue de photos de toutes les baleines connues. Pourtant, de nombreux requins pourraient se moquer de tous ces prétendants au titre, s'ils étaient capables de rire. Des espèces comme les grands requins blancs et les makos, parents contemporains du mégalodon, soit dit en passant, n'arrêtent pas de nager pendant toute leur vie. S'ils s'arrêtent, ils ne pourront plus respirer. Un mouvement continu permet à l'eau de circuler dans leurs branchies et c'est ainsi qu'ils obtiennent leur oxygène. Mais la plupart de leurs muscles n'ont pas besoin d'oxygène pour fonctionner. C'est leur tissu musculaire blanc qui leur sert à la natation d'endurance sur de longues distances. Le tissu musculaire rouge, qui a besoin de l'oxygène du sang, n'est utilisé que lors de courtes pointes de vitesse. Ah oui, conduire à travers la campagne, fenêtres baissées avec de la super musique à fond, les voyages en voiture peuvent être vraiment chouettes. Tu vois défiler des troupeaux de vaches par la fenêtre, mais soudain, l'une d'entre elles se distingue vraiment des autres. Littéralement. À côté, les autres vaches ressemblent à des hamsters noirs et blancs. Le record du livre Guinness de la plus grande vache revient à ce spécimen nommé Blossom. Ce gros mangeur d'herbe mesurait 2 mètres. Ah, quelqu'un ferait mieux d'acheter des chaussures de basket à cette vache. La vache mesure en moyenne 1,4 mètres. Blossom devait donc se sentir comme un géant. Quand on est aussi grand, on ne se contente pas de traîner dans un champ en mangeant de l'herbe. Blossom était l'hôte officiel d'un hôtel local. Big Grand Jake. Et crois-moi quand je dis que grand est un euphémisme. Ce type est devenu célèbre car il était le plus grand cheval du monde. Il mesurait 1,9 mètres. On va avoir besoin d'une quantité de chaussures de basket décidément. Quel étalon! Mot qui désigne en fait justement un cheval mâle. Donc... Maintenant, qu'en est-il de cette petite mignonne? La plus petite jument du monde. Elle s'appelle Thumbelina. Quel joli nom. Et elle mesure environ 0,5 mètres. Cependant, cela ne l'a pas empêché de devenir célèbre. Oh, et le plus petit cheval mâle s'appelle Bumble, ce qui signifie bulle en polonais. Il mesure 0,6 mètres, mais son cœur est énorme. Il est très mignon et plus petit qu'un lévrier. J'avoue, je suis une personne qui aime les chiens, enfin, les chiens de taille normale, disons. Un grand Danois nommé Zeus était officiellement le plus grand chien du monde. Il faisait 1,2 mètres et franchement, on avait l'impression de voir un petit cheval. Imagine cette tête qui te réveille le matin. Et quand tu l'emmènes faire une promenade, il te faudrait une laisse vraiment solide. Selon ses propriétaires, c'était un gentil géant et normalement, il ne faisait pas de bêtises, heureusement. En plus, Zeus avait un travail vraiment important. C'était un chien de thérapie certifié. Il répandait donc son amour et sa joie à tous ceux qui étaient dans le besoin. Imagine un chien comme ça. Tu n'aurais pas besoin de lui sortir un bol d'eau tous les jours. Il pourrait juste boire directement au robinet. Les câlins seraient aussi une sacrée histoire. Et tu imagines ce que ce grand gars pouvait bien manger? Aurait-il même pu tenir sur ton lit? Tellement de questions. Et si tu es plutôt le genre de personne qui préfère les chats, eh bien tu ferais mieux de te préparer. Quoi qu'il en soit, ce chat a été nommé le plus long chat domestiqué du monde. Il s'appelle Barivel, ce qui signifie clown, et il vient d'une petite ville d'Italie. C'est aussi un gentil géant, ce qui est une bonne nouvelle, car il est plus long qu'une batte de baseball. Quand ils voient une photo, les gens pensent généralement que ce chat a été photoshopé. Il aime se prélasser au soleil près de la fenêtre pour regarder le jardin. Quand il chasse des souris, il doit avoir l'impression de poursuivre des fourmis. Les anciens détenteurs de ce titre s'appelaient Ludo et Stewie, la même race que Barivel. Ça fait tout de même beaucoup de poils de chat sur le nouveau canapé de ma mère. Ouais. Le lapin suivant s'appelle Darius. Ses longues oreilles et son joli nez en forme de bouton ne sont pas la raison pour laquelle il est spécial. Un lapin normal mesure environ 35,6 cm, mais Darius fait un peu plus de 127 cm. C'est un gros lapin chien.
Darius a grandi dans une ferme en Angleterre et le fait de vivre en plein air dans les champs lui a donné une personnalité super cool. Mais le nourrir doit être difficile. Darius doit être une machine à manger des carottes. Je ne veux pas descendre dans ce trou de lapin. Arrêtons les choses mignonnes, c'est l'heure des animaux plus exotiques. Peut-être même mythiques. Les mythes sont tout simplement la façon dont les gens expliquent les choses incroyables, comme la légende de l'homme aux lèvres blanches, qui s'est avéré être juste moi en train de manger du cheesecake. Rusé et rapide sous l'eau, il est capable de faire sombrer un navire entier. Le Kraken était célèbre pour faire disparaître les navires, selon les légendes. C'est probablement un conte de marin inventé pour effrayer les nouvelles recrues. Mais les chercheurs ont peut-être trouvé son petit frère. Le plus gros calamar jamais trouvé mesurait près de 18,3 mètres de long. Mais les chercheurs ont oublié de le filmer. Oh non. Le plus gros calamar jamais filmé faisait environ 7,6 mètres. C'est aussi long qu'un camping-car. Les scientifiques pensent qu'il pourrait y en avoir de plus gros, mais ils sont un peu timides devant les caméras. Le grand requin blanc fait peur à tous les animaux de la mer. On l'appelle la reine de l'océan, mais elle n'est pas une de ces gentilles et douces souveraines. Oh, loin de là. Les scientifiques ont pu la marquer pour l'étudier davantage. Cette reine pèse environ 1587 kilos. C'est comme 6 motos ou 14 000 hot dogs. Elle a été prise dans les eaux au large de la Nouvelle-Écosse par une équipe de chercheurs terrifiés. Heureusement que les requins ne se baladent que dans l'océan, à moins que ce soit un épisode de Ninja Warriors avec des requins. Ça c'était le plus gros, maintenant le plus long. Bonne supposition mais non, ce n'est pas du tout un serpent. Mais il est aussi long qu'un demi-terrain de football. Cet animal a été découvert dans les eaux profondes, au large de l'Australie. Ils l'ont trouvé là, tout brillant. Et écoute ça, les scientifiques disent que ce n'est même pas une seule créature, elle ressemble juste à une seule bête, mais en fait, il s'agit d'une colonie entière, qui se clone et se multiplie jusqu'à devenir encore plus grande. C'est un nom technique et... l'animal suivant peut se déplacer sur terre et sur l'eau. Ne te laisse pas tromper par ses pattes courtes et maigres. Un crocodile peut courir aussi vite qu'un homme sur terre. Donc si tu fais une course contre ces sprinteurs, essaie de grimper le plus haut possible dans un arbre. Les crocos ne peuvent pas grimper aux arbres. Mais tu peux être sûr qu'ils t'attendront quand tu descendras. Ce sont aussi les reptiles les plus lourds du monde. Un adulte peut peser à peu près autant que 2 petites voitures. Le plus grand en captivité était un crocodile marin aux Philippines. Il s'appelait le long et mesurait 6,1 mètres de long. C'est comme 2 tables de ping-pong bout à bout, avec tout un tas dedans. Ensuite arrive encore un autre reptile, un gigantesque serpent de Malaisie. Voici l'histoire. Des ouvriers d'un chantier étaient en pause et il faisait très chaud. Ils ont remarqué quelque chose. Était-ce un gros tuyau ? Eh bien cette fois, c'était un serpent. Ils ont sorti le plus long python jamais capturé. Il a fallu plus de 5 hommes pour le sortir du chantier sans le blesser, ni se faire blesser. La bête mesurait 7,9 mètres de long et pesait environ 249 kilos. C'est seulement un peu plus court qu'un grand lampadaire. Le record précédent du plus long serpent en captivité était le célèbre Méduse. C'était aussi un python. Ce genre de serpent peut manger tout son poids pour son déjeuner. C'est comme si je mangeais 280 hamburgers. Je ne veux absolument pas de frites avec ça. Retour à l'eau, le plus gros poisson-chat bleu jamais capturé. Les Anderson l'ont attrapé en Virginie en 2011 et ils s'en vantent depuis. Avec un poids surprenant de 65 kg, c'est comme si on pêchait une machine à laver dans un lac, sur un petit bateau. C'est pourquoi il a fallu le père et le fils pour le sortir sur le pont. La mention honorifique est décernée au plus vieux chat du monde. Non, ce n'est ni un lion ni un tigre, mais un mélange des deux. C'est un ligre. Le ligre n'existe pas dans la nature puisque les lions et les tigres vivent dans des régions totalement différentes du monde. Mais cela est arrivé dans un parc animalier. Hercule détient ce record particulier. Avec plus de 408 kg, il est le plus grand mammifère carnivore du monde. Il tient sa longueur de sa mère, un tigre, et son poids de son père, un lion appelé Arthur. Tu veux savoir comment ça s'appelle quand la mère est un lion et le père un tigre ? Un tigron. Ils sont beaucoup moins communs que les ligres, mais ils sont tout aussi bizarres. Cela ressemble à la créature mythique de la Grèce antique, la chimère. Elle était à la fois lion, chèvre et serpent, et certaines histoires disent qu'elle avait même des ailes de chauve-souris. Oh, et elle crachait du feu aussi. Il faudrait faire venir tout un tas de pompiers spartiates pour s'occuper de cette chose. Mais on pourrait probablement faire une chouette fête avec un barbecue. Et nous, les humains ? Le prix est décerné à Robert Wadlow, dans l'Illinois.
Il mesurait 2,5 mètres et il pouvait porter son père à l'âge de 9 ans. Réfléchissons-y un instant. Il mangeait plus de 8000 calories par jour et sa pointure était 71. C'est difficile à croire, mais les zèbres ont la peau complètement noire sous leurs rayures. Ils ont besoin d'elles pour contrôler leur température corporelle. Cela crée un courant d'air frais qui circule à travers leur corps. Ils peuvent aussi hérisser leurs poils sur leurs rayures noires afin de capter la chaleur, alors que les blancs restent à plat. Donc si les zèbres étaient complètement noirs ou blancs, il leur faudrait une autre méthode pour maintenir leur température. Ils auraient besoin d'une nouvelle technique pour éviter les prédateurs aussi. Les décorations noires créent aussi un effet éblouissant, ce qui veut dire que lorsqu'un zèbre court, on ne sait pas vraiment dans quelle direction il va quand on se concentre dessus. Les pandas n'utilisent pas leur manteau pour contrôler leur température corporelle. Les poils noirs autour des yeux sont vitaux pour survivre dans la forêt. Cela leur permet de se reconnaître et de communiquer entre eux. Ils sont chassés par les léopards, donc leur fourrure noire les rend moins visibles. Ils peuvent se fondre dans leur environnement quand il fait froid. Et ces grosses zones blanches les aident à se camoufler durant l'hiver. Les guépards ont plus de 2000 pois noirs sur leur corps. Chacun d'entre eux a une forme unique. Ils ont besoin de ces pois pour rester camouflés quand ils chassent. Ils naissent avec, donc même petits, ils restent cachés et protégés. Sans eux, ils auraient bien plus de mal à chasser et à se cacher. Dessous, la peau est d'une seule couleur et n'a pas du tout de taches. Contrairement aux guépards, les tigres ont leurs fameuses rayures sur leurs poils et sur leur peau. Ils utilisent les rayures pour se cacher de leur proie en se camouflant dans les hautes herbes. La couleur du tigre n'a rien à voir avec celle de l'herbe, mais beaucoup d'animaux de la faune sauvage ne peuvent pas distinguer les couleurs et ne peuvent distinguer que le noir, le blanc et des teintes de gris. De nombreuses créatures ont des rayures, mais les bourdons font partie des plus petits. Leurs rayures jaunes et noires les protègent des prédateurs. C'est comme s'ils étaient avertis que manger la bestiole pouvait avoir de fâcheuses conséquences. Les abeilles peuvent aussi être toutes noires ou complètement blanches, mais elles ne sont pas albinos. Elles peuvent aussi avoir des rayures rouges, oranges et jaunes, ou même bleues, vertes et violettes. Essaie de trouver un mammifère aussi coloré que le mandrill. Tu vas perdre ce pari à coup sûr. Ils ont des motifs rouges, roses, bleus et violets sur leur visage et sur le dos. Leur couleur détermine généralement leur statut social. Plus elles sont claires, plus ils sont importants. Le mâle dominant a toujours des couleurs très claires. Ces animaux peuvent vivre en groupe de plus de 200 individus. Les hormones leur font perdre leurs poils au niveau des parties génitales, ce qui expose encore plus leur couleur. Elles deviennent encore plus éclatantes quand ils sont excités. Donc oui, c'est un peu comme si leur joue rougissait. Mais cela ne vaut que pour les mâles. Les femelles sont de couleur marron et n'ont pas de motif coloré. Les babouins adultes ressemblent assez aux mandrills, mais leur couleur fonctionne différemment. Encore tout petits, ils sont complètement roses, mais leur peau devient de plus en plus sombre en vieillissant. Une chose étrange se produit avec leurs poils. Les nouveau-nés ont de la fourrure noire, mais elle s'éclaircit de plus en plus en grandissant. Un jour, ils finissent par devenir gris. Il est difficile de dire pourquoi cela se passe ainsi, mais la couleur grise les aide probablement à se camoufler. Les araignées sauteuses mâles sont presque aussi colorées que les mandrills. Elles peuvent avoir du rouge, du bleu et du jaune sur leur corps. Mais les femelles ne sont pas attirées par ces couleurs. Au lieu de cela, elles s'en servent de signal pour indiquer qu'elles sont venimeuses. Elles ont peut-être l'air méchantes, mais ce type d'araignée est en fait plutôt sympathique. Les jaguars ont d'incroyables motifs et uniques qui plus est. Chacun d'eux ressemble à une rose, que l'on appelle d'ailleurs rosette en anglais. Même si les jaguars ressemblent beaucoup aux léopards, il est assez simple de repérer la différence. Les jaguars sont plus gros que les léopards, et c'est pareil pour leurs motifs. Il peut arriver qu'une mutation ait lieu, et alors, ils peuvent tous deux devenir complètement noirs. Ces derniers sont appelés panthères noires. En effet, ce n'est pas exactement une espèce distincte. Les pans sont très colorés, mais en réalité, leurs plumes sont marrons. Les plumes de ces oiseaux très funky ont un drôle de motif qui reflète la lumière. Cela donne une impression de bleu, émeraude et turquoise. Parfois, leur couleur change en fonction de l'angle de vue. Pour les pans, il est très important de montrer le motif qui ressemble à un œil sur leur queue pour impressionner les autres pans. Environ 200 grosses plumes constituent leur queue et 170 d'entre elles ont des yeux. Sous leur épaisse fourrure blanche, les ours polaires ont la peau complètement noire. En fait, leur fourrure n'est pas exactement blanche. Leurs poils sont creux et presque transparents, ce qui les rend quasiment invisibles dans la neige. Mais leur peau noire absorbe la chaleur du soleil. Le truc, c'est qu'ils doivent garder leur fourrure propre tout le temps, sinon elle ne leur tient pas chaud.
Les girafes ont besoin de leurs motifs sur leur pelage pour se camoufler. Deux girafes n'auront jamais les mêmes motifs. Ils sont uniques comme nos empreintes digitales. Mais les motifs sont en fait plus compliqués qu'il n'y paraît. Il existe un système complexe de vaisseaux sanguins sous ces patchs. Ils permettent à la chaleur de circuler, car c'est là que le sang est tout proche de la surface. Leur peau elle-même n'a pas de motif, cependant. Les tortues ont toutes différents motifs, elles aussi. Ils sont faits de carrés appelés scutelles. Parfois, elles peuvent être très colorées pour attirer d'autres tortues. Leurs modèles de carapace sont en fait affectés par la température qu'ils faisaient avant leur naissance. Si la température était plutôt basse, les tortues ont une carapace plus épaisse et plus large. Si la température était assez chaude, alors elles ont de plus petits carrés. Les ailes très colorées des papillons leur sont très utiles. Ils s'en servent pour avertir les autres, mais aussi de camouflage, et enfin pour attirer d'autres papillons. Les motifs diffèrent beaucoup à la surface et à l'arrière de l'aile. 1 ou 2 jours avant que la larve ne devienne un papillon adulte, elle commence à développer ses couleurs. Ce sont les écailles sur les ailes du papillon qui déterminent exactement la couleur qu'elle aura. La couleur des écailles provient généralement de pigments chimiques, mais parfois, les couleurs sont une simple réflexion de la lumière. Voici un autre animal super coloré, la rainette aux yeux rouges. Alors qu'elle n'est encore qu'un bébé, son corps a une couleur marron. Mais en grandissant, son corps devient vert et elle développe des rayures jaunes et bleues sur les côtés. Les pieds peuvent être orange ou même rouges, tout comme les yeux, et il y a des notes de bleu sur les pattes. Ces créatures ressemblent à des sortes de petits arcs-en-ciel, très utiles pour se camoufler. De plus, quand une grenouille s'enfuit, son prédateur peut être perdu à cause de toutes ces couleurs. Le poisson-ballon griffonné est un véritable génie quand il s'agit de se cacher. Il n'a pas d'écailles, mais sa peau ressemble à du corail, ce qui l'aide à se protéger des prédateurs. Sa peau est blanche, mais elle est recouverte de lignes noires, marron et vertes. Mais au cas où un prédateur voudrait en faire son repas, elles sont très toxiques. Le boa constrictor a de très jolis motifs, composés d'écailles de différentes couleurs. Elles sont sensibles à la chaleur, tout comme les lèvres du serpent. Tu n'as qu'à en embrasser un et tu verras. Cela l'aide à repérer ses proies. La couleur est très importante pour le camouflage, bien que l'on trouve parfois des boas albinos. La race de vache laitière que l'on voit très souvent dans les publicités notamment est la vache Holstein. On ne sait pas vraiment pourquoi elle a ce pelage-là. Certaines d'entre elles ne sont pas noires et blanches d'ailleurs, elles peuvent aussi être rousses et blanches à cause d'un gène récessif. Mais tu ne verras jamais deux vaches avec une même robe. Elles sont exclusives. Les dendrobates sont très colorées. Il s'agit d'un mélange foufou entre du orange, du rouge presque néon, mais il peut y avoir aussi des turquoises. Certaines d'entre elles ont des motifs dorés avec des pois noirs. Ces couleurs vives résolvent deux problèmes d'un coup. D'abord, elles font savoir aux autres animaux qu'elles sont venimeuses. C'est une bonne idée, on n'a plus envie d'en manger tout de suite. Parfois, ça a du bon d'avoir une mauvaise réputation. Une grenouille venimeuse de 2,5 cm de long a suffisamment de poison pour tuer 10 adultes. Ensuite, cela permet au mâle d'attirer la femelle, qui préfère généralement les couleurs vives aux pâles. Apparemment, le truc du poison n'est pas un tue-l'amour pour ces dames. Et le petit rigolo de notre sélection du jour est bien sûr le caméléon, le roi des couleurs. Certains peuvent complètement changer de nuance, d'autres ne peuvent faire changer que la couleur de leur peau. C'est un processus très délicat que de changer de couleur. Sa peau contient des pigments et dessous, il y a des cellules avec des cristaux spécifiques. Les caméléons peuvent faire varier l'espace entre ces cristaux en faisant réfléchir la lumière différemment sur leur corps. Cela change la couleur de leur peau. Ils font cela pour se camoufler, même si certains s'en servent aussi pour réguler la température de leur corps. Ah oui, et aussi pour faire des blagues. Psst, cours! Vraiment! Ce n'est pas sûr dehors. Il y a un tigre à dents de sabre qui rôde. Tu devrais faire attention. Qu'est-ce que tu fais? Ne regarde pas. Ok, juste un petit coup d'œil. Comment c'est possible, tu te demandes? C'est parce que tu es dans la réalité virtuelle, bien sûr. Ces grands félins aux allures sympas, mais très dangereuses, ont vécu pendant la dernière période glaciaire. Et s'ils décidaient d'apparaître sur le pas de ta porte, comme par enchantement? Toc toc! Un chat à dents de sabre attend que tu lui achètes des biscuits. Le coélacanthe, ce poisson à l'aspect imposant, est issu d'une lignée qui existe depuis plus de 300 millions d'années. Nous pensions qu'il n'existait plus jusqu'en 1938, date à laquelle un coélacanthe vivant a été retrouvé. Depuis lors, ils errent dans les eaux de la côte est de l'Afrique et dans les eaux de Sulawesi en Indonésie. Mec, je ne voudrais pas aller nager et rencontrer un de ces gars-là face à face. Leur mâchoire a une articulation intracrânienne, ce qui signifie que leur bouche s'ouvre beaucoup.
c'est pour qu'ils puissent manger de grosses proies, comme moi. C'est pas bon. Ils sont énormes aussi. Imagine un poisson qui est aussi long que toi et qui pèse autant qu'un humain ordinaire. On pensait que le takae, un oiseau incapable de voler, avait disparu en 1898. Ils sont très beaux, petits et multicolores. Habituellement, pas plus haut que ton genou. Mais imagine ça, tu es en train de faire une randonnée dans les montagnes Murchison, tu regardes autour de toi et tu aperçois l'oiseau que tu croyais disparu. Mais ils sont là, plus heureux que jamais, en train de survivre et de se rafraîchir. Une colonie entière de takae a en effet été trouvée 50 ans seulement après qu'ils aient été déclarés éteints. Bon travail, petits oiseaux! Un chien qui chante, tu en as déjà entendu parler? Riley chante parfois quand il s'ennuie ou qu'il a faim, mais ceux-là sont de vrais artistes. Les chiens chanteurs de Nouvelle-Guinée. Ils ont été récemment découverts à l'état sauvage pour la première fois en 50 ans. Pourtant, ils n'ont jamais été complètement éteints au départ. Les Néo-Guinéens se sont assurés qu'ils soient en sécurité à côté d'eux. Mais à l'état sauvage, très rare et difficile à apercevoir. Regarde, en voilà un! Les chiens chanteurs de Nouvelle-Guinée sont appelés ainsi en raison de leur célèbre chant aigu. Ils chantent aussi parfois ensemble. Une sorte de chorale de chiens où ils hurlent tous ensemble. Je parie qu'ils chantent mieux que moi sous la douche. Pas très loin d'ici, nous avons des chauves-souris. Mais celles-ci sont un peu différentes. Tu vois, leurs oreilles sont énormes. Je suppose que c'est pour ça qu'on les appelle les chauves-souris à grandes oreilles de Nouvelle-Guinée. Malin! L'espèce a été retrouvée quand l'une d'entre elles a été accidentellement prise dans un piège à chauves-souris. Jusque-là, je suppose qu'elles jouaient à cache-cache avec nous, car jusqu'en 1890, on les croyait disparues. Elles ne sont toujours pas hors de la zone de danger à cause de la perte d'habitat. Imagine que tu découvres un fossile d'une espèce que tu croyais éteinte depuis longtemps, et que 2 ans plus tard, tu trouves un groupe entier vivant de cette espèce. C'est exactement ce qui s'est passé en 1977 avec le crapaud accoucheur de Majorque. Il est d'une couleur brunâtre, avec des taches plus foncées sur sa peau. En dehors de cela, c'est juste un petit crapaud avec des yeux globuleux. Le groupe de crapauds vivants a été trouvé près de l'endroit où se trouvait le fossile, sur l'île de Majorque. Il n'en reste pas beaucoup, environ 500 en fait, et à l'heure actuelle, ils sont déclarés vulnérables par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Es-tu un fan de tortues? Tu le seras quand tu jetteras un coup d'œil à cette énorme beauté. Elle s'appelle Tortue des Galapagos de l'île Fernandina. Elle n'avait pas été vue depuis 1906. Mais le 17 février 2019, nous avons enfin pu regarder l'une de ces magnifiques créatures. Elle est probablement dehors avec quelques-uns de ses compagnons en ce moment, mais elle ne se laisse pas voir non plus. Nous savons seulement qu'elles existent parce qu'il y a quelques traces et odeurs. Voici une autre grenouille, la grenouille marsupiale cornue. On la trouve en Équateur dans la forêt de Choco, pour être plus précis. On les appelle ainsi à cause de leurs cornes distinctes juste au-dessus de leurs yeux. Tu connais la poche que les kangourous utilisent pour porter leur progéniture? Eh bien la grenouille marsupiale à cornes femelle en a aussi une, sauf qu'elle est sur le dos et qu'elle agit comme une sorte de sac à dos. Elles développent leurs embryons à cet endroit et lorsqu'ils sont prêts à sortir, ils éclosent comme des bébés complets, contrairement aux grenouilles ordinaires qui commencent comme des têtards. Un autre crapaud, le crapaud de la nuit étoilée ou crapaud arlequin. Ils sont noirs et couverts d'une multitude de taches blanches. Perdu pendant 30 ans, il a été découvert en 2019. Imagine-les comme des grands gardes du corps, des gardes du corps de l'eau pour être exact. Oh, c'est un très gros crapaud sur ton écran. Eh bien, pour le peuple Arhuaco, c'est exactement ce qu'ils sont, des gardiens de l'eau. Ils ont aussi leur propre nom à eux, Guna. Ça ressemble à un fromage. Lorsque les scientifiques les ont retrouvés, ils ont rencontré 30 de ces petites créatures, alors qu'ils n'en attendaient qu'une seule au départ. Quelle belle surprise! Voici un tigre pour toi, bien qu'il ne ressemble pas tout à fait à un tigre classique. Il s'agit du tigre de Tasmanie, qui semblait avoir disparu depuis 1936. Sorti de nulle part, on a commencé à l'apercevoir à l'état sauvage il y a tout juste 5 ans, en 2016.
Il ressemble en quelque sorte à un chien plus qu'à un tigre ou à un renard peut-être. Il suffit de bien regarder son museau, peut-être même un mélange des deux. Puis quelques autres ont commencé à apparaître aussi. Et si tu penses en voir un juste devant toi, mais que tu n'es pas sûr, vérifie s'il a des rayures sur le dos. Ils existent bel et bien, mais sont toujours considérés comme éteints par l'UICN. Ok, imagine un cheval qui semble tout droit sorti d'une scène de film. Tout petit, une fourrure magnifique, très bien élevé. Il est petit, mais ce n'est pas un poney. C'est un cheval caspien. Ils ont une histoire intéressante. Ils ont été découverts par Louise Leylin, qui s'est mariée à un aristocrate en 1957. Ayant déménagé à Téhéran, en Iran, elle n'aimait pas trop le comportement des chevaux là-bas. Alors, elle a pris les choses en main. Elle a pris quelques personnes avec elle et elles sont allées à la montagne de la mer Caspienne. Et là, elles ont trouvé 3 de ces magnifiques petits chevaux. C'est comme ça que l'histoire est arrivée. Ensuite, un opossum qui a été trouvé dans un endroit inattendu. Devine où? Tu as 3 options possibles. Caché dans une station de ski, dans l'outback australien ou dans la salle de bain d'un appartement. Laquelle choisis-tu? Tu as 3 secondes. La bonne réponse est une station de ski. Oui, cet opossum s'appelait l'opossum nain des montagnes et il est originaire d'Australie. Jusqu'à présent, il existe 3 populations différentes de ce petit opossum. Mais on le croyait éteint jusqu'en 1966. Il y en a moins de 100 et l'UICN les considère comme étant en danger critique d'extinction. Également originaire d'Australie, la perruche nocturne, un plaisir absolu pour les observateurs d'oiseaux. Très beaux et mystérieux, ces petits bonhommes vivent dans des régions très éloignées. Tu peux probablement compter sur les doigts de ta main le nombre de fois où ces oiseaux ont été vus depuis qu'ils ont été retrouvés en 1979. C'est dire à quel point ils sont rares. As-tu déjà vu un tarsier pygmée? Moi non plus. Ce n'est qu'en 2008 que 3 d'entre eux ont été capturés. Les scientifiques ne veulent pas vraiment perdre à nouveau la trace de leur mouvement, alors ils leur ont donné de tout petits colliers. De cette façon, ils peuvent vivre leur vie aussi heureux que jamais et nous saurons qu'ils sont en sécurité. Le dernier dont je veux te parler est le homard des arbres, mais comme son nom pourrait te faire penser à tort, ce ne sont pas vraiment des homards. Ce sont juste de grosses bestioles noires avec d'énormes pattes. L'histoire de leur extinction est triste. En 1920, un cargo est resté coincé sur l'île Lord Howe et il y avait des rats à bord. Ces rats se sont enfuis du navire et ont couru directement vers la terre ferme. Même si les homards des arbres sont plus gros que la plupart des insectes, ils sont encore relativement petits comparés aux rats. Les pauvres n'avaient aucune chance. Pourtant, en 2004, la vie a repris son cours pour ces créatures distinctes. 2 scientifiques australiens qui se promenaient sur l'île en ont trouvé 24. Tous vivaient sous un seul arbuste. Hey, s'il y a assez d'espace pour tout le monde, ce n'est pas petit, c'est douillet. Conclusion, il vaut mieux être différent qu'éteint, n'est-ce pas? Encore raté. Tu viens de perdre 1 heure à courir partout avec un journal enroulé en essayant d'attraper cette mouche qui n'arrête pas de bourdonner autour de ta tête. 3 questions. Pourquoi n'a-t-elle pas peur de toi? Pourquoi ne part-elle pas ailleurs? Et comment se fait-il qu'elle soit si incroyablement rapide? Les mouches ont en fait une vitesse assez normale pour leur taille. C'est toi qui es juste un peu trop lent. Le cerveau d'une petite mouche réagit plusieurs fois plus vite que le tien à ce qu'elle voit. 1 seconde pour toi équivaut à 5 ou 6 secondes pour une mouche. Quand une mouche te regarde, elle te voit comme si tu étais au fond d'une piscine, en train de te déplacer très lentement. Lâche un ballon de baudruche par la fenêtre de ta chambre et regarde-le tomber par terre. C'est à peu près la lenteur avec laquelle une mouche voit se mouvoir les choses. Elle a donc des réflexes dignes d'un ninja, mais elle a aussi des yeux spéciaux. Ils sont divisés en milliers de récepteurs qui captent la lumière en même temps. Tu utilises de petits muscles pour tourner tes yeux et ta tête afin de regarder dans différentes directions. Les mouches n'ont pas ces muscles, elles n'en ont pas besoin. Elles peuvent voir dans toutes les directions en même temps, ou presque. Peu importe de quel côté tu attaques, cette mouche va presque certainement te voir venir.
Tu as probablement déjà vu des avions supersoniques dans les films, volant et se retournant à une vitesse incroyable. Une mouche est à peu près comme ça, mais avec des ailes bien plus élaborées. Elle peut changer de direction en plein vol, s'arrêter et esquiver tout obstacle. Elle peut même calculer une trajectoire de vol avant de décoller. Bon, cette fois, tu vas vraiment écraser cette mouche. Tandis que tu lèves ton papier enroulé, le cerveau de l'insecte calcule où il va atterrir. La mouche met immédiatement son corps dans la position parfaite, prête à effectuer une manœuvre d'évitement. Si ta main se déplace devant l'insecte, ses pattes s'inclinent immédiatement vers l'arrière pour l'aider à s'envoler dans l'autre direction. Waouh! Cette mouche ferait un excellent boxeur ou un très bon gardien de but. Mais pourquoi cette mouche se donne-t-elle la peine de rester dans le coin alors que tu essaies sans cesse de l'écraser? Eh bien, parce que ton corps est un festin 5 étoiles et que ta peau est la table du buffet, avec des rangées et des rangées de délicieuses friandises. Quand tu te déplaces dans la journée, ta peau libère de la sueur, des protéines, des glucides, du sel, du sucre et d'autres produits chimiques dont les mouches raffolent. Imagine que tu marches dans le désert et que tu as faim et soif. Tu arrives sur une grande dune de sable et tu l'aperçois. De la nourriture à volonté. Des tables de fruits, des sucreries, des sandwichs et la plus grande fontaine de soda au monde. Le videur a l'air d'être gros, dur et rond. C'est une tortue géante. Maintenant, tu sais pourquoi la mouche reste dans les parages. Tu es la tortue. Tu as pourtant une petite chance d'écraser cette mouche, mais elle va quand même s'échapper 8 fois sur 10. Disons qu'une mouche est posée sur la table de ta cuisine. Voici ce que tu dois faire. Tu dois viser quelques centimètres devant l'endroit où tu penses qu'elle va s'envoler. Le cerveau de la mouche pensera que tu vises droit sur elle, donc tu peux la déjouer et la prendre par surprise. Le problème, il est très difficile de prédire le chemin que prendra la mouche pour s'échapper. Si tu es trop lent, pourquoi ne pas appeler du renfort? Voici la cicindelle, vitesse 2,5 mètres par seconde. Elle ne peut pas voler, mais ça n'a pas d'importance. Ce coléoptère court si vite qu'il perd la capacité de voir lorsqu'il se déplace. Il identifie une cible et ensuite se met à courir sur elle. Ce n'est pas un ninja comme la mouche et il ne peut pas changer de direction à mi-chemin. Il doit s'arrêter avant chaque course. Tu marches à environ 1,5 mètres par seconde, donc la cicindelle va 2 fois plus vite que toi. Mais pour sa taille, elle est incroyablement rapide. Elle parcourt 125 longueurs de son corps en 1 seconde. Disons que tu fasses 1,80 m. Tu devrais courir 230 mètres en 1 seconde pour être aussi rapide. Si elle se trouve sur la même surface que la mouche, cette dernière n'a aucune chance de lui échapper. Ou peut-être qu'il est temps de faire appel aux forces aériennes. La libellule est l'insecte volant le plus rapide du monde. Cette petite créature peut atteindre 55 km/h. C'est plus rapide qu'un vélo qui descend une colline à toute vitesse. Les ailes de la libellule lui permettent aussi de voler en arrière, à droite, à gauche, en haut et en bas, comme un hélicoptère. Peu importe la vitesse à laquelle la libellule se déplace, elle laisse peu de chance à la mouche. Les mouches, les libellules et les cicindelles sont rapides parce qu'elles évitent de passer trop de temps à l'extérieur. Il y a beaucoup de créatures affamées dans les environs. Mais il existe un insecte qui court vite parce que s'il s'arrêtait, aïe! Pour rencontrer une fourmi argentée si rapide, il faut aller dans le désert du Sahara. Le sable y est si chaud que tu pourrais y faire frire un œuf, bien sablonneux. C'est pourquoi la fourmi argentée se déplace à une vitesse de 0,5 mètres par seconde. Elle ne veut pas se brûler les pattes. Elle a aussi des poils en forme de triangle qui réfléchissent la chaleur, ce qui l'aide à échapper au soleil brûlant. Si cette fourmi était de taille humaine, elle pourrait courir à 600 km/h, plus vite que la voiture la plus rapide du monde. Une autre fourmi détient un record de vitesse. La fourmi Dracula ne peut pas courir aussi vite que la fourmi argentée, mais elle a la bouche la plus rapide du monde. Elle peut ouvrir et fermer ses mâchoires 5000 fois en un clin d'œil. Voici un autre insecte rapide, cette fois-ci un peu plus près de la maison, ou même à l'intérieur. La blatte américaine peut se cacher dans les murs, derrière le poêle, à peu près partout. Il est presque impossible de l'attraper, elle peut courir à 1,5 mètres par seconde. C'est grâce à ses 6 pattes, chacune ayant 3 genoux. Ses pattes sont couvertes de petits poils qui détectent tout changement dans l'air. C'est pour cela qu'elle réagit si vite quand tu entres dans la cuisine et que tu allumes la lumière. Et le détenteur du record mondial de la créature la plus rapide sur Terre,
est de la taille d'une graine de sésame. C'est une sorte d'acarien et il peut se déplacer à 322 longueurs de son corps par seconde. Si tu grossissais cet acarien pour lui donner une taille humaine, il pourrait aller presque 2 fois plus vite que la vitesse du son. Il peut même changer de direction en se déplaçant. Cela en fait la créature la plus rapide et la plus insaisissable de la planète. Mais trouvons maintenant des animaux qui nous permettent de soutenir la comparaison. L'escargot de jardin appartient à la famille des mollusques et aime prendre son temps. Si tu te déplaçais à la vitesse d'un escargot, tu ferais 2 pas toutes les 2 heures. Mais les escargots ne s'en soucient pas. Ils existent depuis des centaines de millions d'années. Ils utilisent leurs coquilles pour se protéger, mais ils ont aussi d'autres astuces. Certains escargots dégagent une odeur désagréable pour que personne ne les dérange. S'il fait trop chaud et trop sec, les escargots se cachent dans leurs coquilles et s'enferment dans la bave fraîche qu'ils fabriquent. Cette bave les aide aussi à grimper aux arbres. Les paresseux sont les mammifères les plus lents de la planète. Grâce à leur métabolisme lent, la nourriture peut prendre jusqu'à 16 jours pour être digérée. Il ne serait pas si difficile d'attraper l'un d'entre eux, mais paradoxalement, leur lenteur les aide. En effet, comme un paresseux ne fait pas de mouvements brusques, les prédateurs ne les remarquent tout simplement pas là-haut parmi les feuilles. Le lamantin est l'une des créatures marines les plus lentes, mais ils ne s'inquiètent pas trop que quelqu'un les embête, sauf peut-être les humains sur des bateaux à moteur. Ils sont énormes et leur peau est très épaisse, un peu comme un tank marin, mais en bien plus mignon. Un autre nageur relativement lent est le requin du Groenland. Il nage à moins de 1 km/h. Comme le lamantin, il est suffisamment grand, si bien que personne n'est susceptible de le défier en face à face. Mais cela conduit à la technique de grignotage la plus hilarante qui soit. Le requin du Groenland est en fait plus lent que tous les poissons présents dans l'eau. La seule chance qu'il ait est d'attendre que certains de ces poissons s'endorment, puis c'est l'heure du dîner pour lui. Mais ce qui est intéressant, c'est que leur mode de vie paisible prolonge en fait leur espérance de vie. La durée de vie moyenne d'un requin du Groenland est de 300 à 500 ans. Ils vivent dans les océans Atlantique Nord et Arctique. Imagine, tu es en croisière et tu vois un de ces géants au ralenti. Il pourrait avoir 400 ans de plus que toi. Méduse et corail. L'un ressemble à une plante, tandis que l'autre nage comme un poisson. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, ils sont liés. Ils appartiennent tous deux à la même famille de créatures dotées de tentacules urticants. Aïe! C'est difficile à croire, mais le corail est en réalité un animal. Les plantes fabriquent leur propre nourriture, or les coraux ne le font pas. Ils sont constitués de milliers de polypes qui sont de minuscules créatures coralliennes. Ils ont des sortes de petits bras en forme de tentacules qu'ils utilisent pour attraper la nourriture et la projeter dans leur bouche. Ils ont l'air innocents et inoffensifs, comme une fleur marine qui reste là à ne rien faire. C'est probablement ce que pensent aussi les méduses qui flottent près d'eux, se cachant des plus gros prédateurs. Mais quand elles s'y attendent le moins, le corail en attrape une. Les biologistes ont été surpris par la puissance du corail. Attraper un animal plus gros qui bouge alors que lui est immobile nécessite un solide travail d'équipe. Quelques polypes attrapent la cloche de la méduse avec des tentacules, tandis que d'autres s'attaquent rapidement aux bras qui lui servent à se nourrir. Et la pauvre créature n'a aucune chance de s'échapper. Comme ce sont des cousins éloignés, les scientifiques pensent que les coraux sont immunisés contre le venin de la méduse. Scorpions et tiques. Les tiques ressemblent en tout point à des insectes, mais en remontant leur lignée, les scientifiques ont réalisé qu'elles sont étroitement liées aux scorpions. Ils se nourrissent tous deux d'aliments liquides, ont un grand sens de l'odorat qu'ils utilisent pour trouver de la nourriture et ont 8 pattes. Les scorpions sont meilleurs pour survivre dans des conditions difficiles. Ils peuvent passer une année entière sans manger. Mais lorsqu'ils mangent, c'est-à-dire toutes les 2 semaines, ils ne s'attaquent pas seulement aux petites bestioles comme les insectes et les araignées, mais aussi aux souris et à certains lézards. Il semble que les deux soient là depuis plus de 400 millions d'années, soit bien avant l'arrivée des dinosaures. Les scientifiques pensent qu'ils pourraient être parmi les premiers animaux à être passés de l'eau à la terre. On a retrouvé la griffe fossilisée d'un scorpion de mer de 46 cm de long, ce qui implique que la bête elle-même faisait à peu près 2,50 m de long. D'ailleurs, après avoir trouvé la pince, les scientifiques ont réalisé que les crabes, scorpions et araignées géants étaient bien plus grands que nous le pensions. Suricates et civettes. Ils ressemblent à des chats et pourtant, aucun des deux n'a le moindre lien de parenté avec ces félins.
Mais ils ont un corps assez long et agile, ce qui en fait des cousins éloignés des belettes et des mangoustes. Ils élèvent tous deux leurs petits dans des tanières souterraines, mais les suricates aiment le travail d'équipe. Ils font la plupart des choses ensemble, ce qui inclut prendre soin des petits et les élever. À l'inverse, les civettes sont plutôt des introvertis, qui n'aiment pas les réunions de groupe. À la naissance, elles ont une fourrure complète, peuvent bouger et sont pratiquement prêtes à découvrir le monde. Les suricates, au premier stade de leur vie, n'ont pas les sens très développés et ont besoin d'un peu plus de temps pour mûrir. Parvenus à l'âge adulte, ils sont plutôt résistants. Ils sont assez forts pour survivre au venin des serpents, ont leur propre méthode pour attraper les scorpions, ont une excellente vision et sont capables de survivre sans eau. Ils ne tirent leur liquide que de ce qu'ils mangent. Les civettes sont nocturnes, tandis que les suricates apprécient une bonne nuit de sommeil et sont actifs pendant la journée. Humains et kangourous. Nous nous sommes en quelque sorte séparés il y a environ 150 millions d'années, mais nous avons toujours une lignée commune et comme les scientifiques l'ont découvert il y a quelques années, un génome presque identique. Cela pourrait nous donner plus de réponses sur ce que nous étions à l'époque. Bien que la main droite soit dominante chez la plupart des humains, certains d'entre nous sont gauchers. Or, c'est la même chose pour les kangourous. Après avoir commencé à marcher sur deux pattes, ils ont eu deux mains libres pour effectuer d'autres tâches. C'est alors qu'un côté est naturellement devenu dominant. Quant à la queue, les kangourous, comme la plupart des mammifères, en ont une pour un meilleur équilibre, surtout lorsqu'ils courent. Dans notre arbre généalogique évolutif, la queue a disparu. Les gorilles, les chimpanzés et les autres primates, y compris nous, n'en ont pas. Les animaux à quatre pattes ont besoin de beaucoup d'énergie pour chaque pas qu'ils font, alors que nous pouvons marcher sur deux pattes plus facilement grâce à la gravité. Chaque fois que nous faisons un pas, elle nous tire en quelque sorte vers l'avant. Ainsi, nous utilisons 25% d'énergie en moins que si nous marchions à quatre pattes. Si bien qu'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de queue pour nous équilibrer. Fourmis et abeilles. S'il y avait une réunion de famille, les abeilles n'inviteraient pas les guêpes. Les scientifiques ont longtemps pensé que les fourmis étaient les parents les plus proches des guêpes. Il s'avère qu'elles ne sont liées qu'à certaines espèces comme les guêpes creuseuses et plus probablement aux abeilles. Les fourmis et les abeilles ont toutes deux des yeux spécifiques composés de facettes minuscules et des antennes. Elles sont toutes les deux des créatures sociales, vivent en groupes plus importants, elles sont travailleuses et apprécient le travail d'équipe. Elles construisent des nids et y retournent après avoir mangé. Elles sont aussi toutes deux très responsables. Les fourmis nettoient l'environnement, enlèvent les feuilles, les restes de nourriture, les restes d'insectes, mangent les insectes nuisibles et creusent des tunnels qui aident les plantes à mieux pousser car davantage d'air atteint alors le sol. Les abeilles fabriquent du miel et pollinisent les fleurs, ce qui explique en partie pourquoi la nature est si diversifiée. Oiseaux et dinosaures. Les oiseaux viennent d'un groupe de carnivores auquel appartient aussi le T-Rex, appelé théropode. Les fossiles d'anciens oiseaux datent de 150 millions d'années. Ils ressemblaient à de petits dinosaures avec des plumes et aussi des dents pointues. Mais de nombreux dinosaures avaient aussi des plumes et pas seulement ceux qui pouvaient voler. Les jeunes T-Rex sortaient de l'œuf sous la forme de boules molles et dufteuses comme les oisillons. Les plumes étaient utiles pour garder au chaud et les protéger. Le Vélociraptor était aussi couvert de plumes et avait des poignets et des chevilles articulées ainsi que 3 orteils. Certains dinosaures avaient aussi des os creux, certains s'asseyaient sur les œufs pour les tenir au chaud, tandis que d'autres dormaient la tête sous le bras avec les membres repliés comme les oiseaux. Et leurs griffes étaient aussi similaires. Baleines et vaches. Il y a très longtemps, environ 50 millions d'années, un petit animal se promenait sur les rivières du sud de l'Asie. Il avait des sabots et des pattes fines. La créature se nourrissait sur la terre ferme, mais lorsqu'elle sentait un danger arriver, elle sautait dans l'eau pour être en sécurité. Cet animal, appelé Indoius, était le plus ancien parent de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de baleine et de dauphin. Une fois que cette créature inhabituelle est arrivée dans l'eau, la façon dont elle a évolué en baleine est devenue plus claire. Ses cousins qui sont restés sur la terre ferme ont pris une direction différente. Ils sont ce que nous connaissons aujourd'hui comme les mammifères à sabots, notamment les vaches, les moutons, les cochons, les girafes, les chameaux, les cerfs et même les hippopotames. Limules et araignées. Les limules ont une carapace semblable à celle des crabes et passent la plupart de leur temps à ramper au fond de la mer. Mais malgré ce comportement, elles sont plus apparentées aux araignées qu'aux crabes qu'elles côtoient probablement. Les limules ont 10 yeux sur les côtés et le dos, du sang bleu et peuvent remplacer certaines des parties de leur corps. Elles ont un corps segmenté avec des pattes articulées, tout comme les araignées.
Elles se trouvent sur Terre depuis 500 millions d'années déjà, et leurs ancêtres préhistoriques pouvaient mesurer jusqu'à 60 cm. Elles avaient des queues assez longues qu'elles utilisaient comme outil pour creuser lorsqu'elles avaient besoin de trouver de la nourriture. Avec leur queue, elles pouvaient même se redresser lorsqu'elles se retrouvaient à l'envers. Heureusement pour nous, elles n'ont jamais suffisamment évolué pour finir par marcher sur la terre ferme, comme le font leurs cousines. Voici un trio intéressant: les tapirs, les chevaux et les rhinocéros. Bien que les tapirs ressemblent plus à d'adorables cochons avec des trompes, ils ne sont apparentés ni à ceux-ci ni aux éléphants. Les rhinocéros sont originaires d'Amérique du Nord, et les premiers ne ressemblaient pas aux gros cailloux à la peau épaisse que nous connaissons aujourd'hui. C'étaient des mammifères élancés de la famille d'un poney. Certains des premiers chevaux peuplaient également ces régions et ressemblaient à de petits chiens avec des sabots. Les premiers tapirs étaient petits aussi. Les scientifiques ont aussi découvert un petit mammifère à sabots dont le nom scientifique est Cambaïtherium. Il vivait en Inde, laquelle était une île à l'époque, il y a plus de 50 millions d'années. Les os de sa mâchoire inférieure étaient soudés et la créature était herbivore, tout comme les chevaux et les rhinocéros. Il n'était pas leur ancêtre, mais il a aidé les scientifiques à comprendre comment ces trois-là appartiennent au même groupe. Éléphant et lamantin. Les vaches de mer marchaient autrefois sur la terre ferme. Et la preuve en est que les scientifiques ont découvert un animal intéressant, le Bésosirène, issu de l'arbre généalogique primitif de la vache de mer. Il vivait dans la Jamaïque préhistorique et s'est éteint il y a 40 millions d'années. Le lamantin actuel pèse le poids d'un piano standard et on peut le trouver dans les rivières et les eaux côtières peu profondes des Caraïbes, de l'Amazonie, de l'Afrique de l'Ouest et du sud des États-Unis. L'éléphant pèse autant qu'un bus scolaire et vit dans les régions tropicales d'Asie et d'Afrique. Ces deux-là ont pris des chemins différents, mais à voir cette créature à l'allure inhabituelle, on devine le lien qui existe entre eux. Incroyable mais vrai, les paresseux peuvent retenir leur souffle plus longtemps que les dauphins. Ils ralentissent tellement leur rythme cardiaque qu'ils peuvent rester sous la surface jusqu'à 40 minutes. Contrairement aux poissons, les dauphins et les baleines sont des mammifères aquatiques, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas respirer sous l'eau. Quand il s'agit de respirer, ils sont plus semblables à nous qu'aux poissons. Ils possèdent des poumons et respirent au moyen d'un orifice appelé l'évent. Lorsqu'ils sont sous la surface, ils retiennent leur souffle jusqu'à ce qu'ils puissent remonter pour respirer. Les dauphins peuvent rester sous l'eau pendant 10 minutes. Un cachalot peut retenir sa respiration pendant 90 minutes. Tandis que l'éléphant de mer détient le record parmi les mammifères aquatiques et peut rester sous l'eau pendant 2 heures sans avoir à remonter. Il existe une guêpe si minuscule, plus minuscule encore qu'une tête d'épingle, qu'elle fait presque la taille d'une amibe, sachant que les amibes sont composées que d'une seule cellule. Cette guêpe possède les mêmes parties du corps que le reste des insectes, ailes, cerveau, yeux, etc. Mais c'est une version vraiment microscopique d'un insecte, puisqu'elle ne mesure que 0,2 mm de long. Le plus petit insecte adulte que nous connaissions est une guêpe parasite au nom bien complexe. Il s'agit des mimaridés. Les mâles n'ont pas d'ailes, ils sont aveugles et ne mesurent que 0,1 mm. Ce n'est pas un hasard si chaque espèce animale a des couleurs et des motifs différents. C'est notamment pour les aider à se distinguer entre eux lorsqu'ils cherchent leur partenaire d'accouplement potentiel ou pour avertir les prédateurs qu'ils sont venimeux, en espérant qu'ils comprennent le message. Ensuite, il y a les prédateurs furtifs comme les tigres. Il est très important pour eux de rester invisibles car cela fait toute la différence. Si leur proie les voit venir de loin, pas de dîner ce soir. Mais alors, pourquoi les tigres sont-ils oranges ? Pour nous, l'orange est une couleur utilisée pour les choses qui doivent être très visibles. Par exemple, pour les gilets de sécurité ou les cônes de signalisation. Pour l'œil humain, l'orange se distingue généralement dans l'environnement. Donc, si un tigre se dirige vers toi, tu le repéreras assez facilement. Mais les humains ont une vision des couleurs dites trichromatiques. Lorsque la lumière de ton environnement entre dans ton œil, elle frappe la rétine, une fine couche située à l'arrière de celui-ci. Pour traiter cette lumière, la rétine utilise 2 types de récepteurs de lumière, les bâtonnets et les cônes. Les bâtonnets ne peuvent distinguer que les différences entre la lumière et l'obscurité. Ils ne peuvent pas percevoir les couleurs. Nos yeux s'appuient principalement sur les bâtonnets lorsque la lumière est faible. Les cônes sont responsables de la perception des couleurs. Les humains en possèdent principalement 3 types, pour le vert, le bleu et le rouge. C'est pour cette raison que nous qualifions notre vision de trichromatique. La plupart des humains voient 3 couleurs primaires ainsi que leurs combinaisons colorées. Les grands singes ont aussi ce type de vision.
Mais la plupart des mammifères qui vivent sur Terre, y compris les chats, les chevaux, les cerfs et les chiens, ont une vision dichromatique des couleurs. Les rétines de leurs yeux possèdent des cônes pour 2 couleurs seulement, le vert et le bleu. Lorsque les humains obtiennent des informations uniquement à partir de leurs cônes vert et bleu, ils sont considérés comme daltoniens, puisqu'ils ne peuvent pas, par exemple, faire la différence entre les nuances de vert et de rouge. Cette situation est similaire chez les mammifères terrestres. Les cerfs sont sûrement la proie des tigres bien plus souvent que les humains, et ils ne voient pas les tigres en orange, mais en vert. Des tigres verts seraient sans doute plus difficiles à repérer, ce qui signifierait plus de viande pour les tigres. Mais l'évolution a quand même décidé d'opter pour l'orange, car il est tout simplement plus facile de produire une telle couleur. Le seul mammifère vert est un paresseux, mais sa fourrure n'est pas naturellement verte. C'est à cause de l'algue qui y pousse. Et on te rappelle qu'ils peuvent retenir leur souffle pendant 40 minutes. L'eau autour des pôles peut devenir très froide pendant certaines périodes de l'année. Beaucoup de poissons y vivent, mais quand cela arrive, ils doivent migrer pour survivre. Mais il existe un groupe spécial de poissons, natifs de l'océan austral, près de l'Antarctique. Les températures y varient de moins 2 degrés à 4 degrés Celsius. Techniquement, c'est en dessous de zéro, mais le sel de l'eau de mer l'empêche de geler. Ces poissons peuvent survivre parce qu'ils possèdent une caractéristique spéciale appelée glycoprotéine. Il les aide à rester chez eux, car elle agit comme une sorte d'antigel naturel. C'est une protéine qui empêche les cristaux de glace de se former dans leur sang et l'aide à continuer de circuler normalement. T'es-tu déjà demandé comment les minuscules animaux comme les fourmis respiraient? Essaye d'ouvrir ta bouche et ta gorge, mais en même temps, tiens ta poitrine et ton diaphragme immobiles. Le diaphragme est une structure musculaire qui sépare les cavités thoraciques et abdominales chez tous les mammifères. Il se dilate normalement lorsque tu respires. Si tu fais cela, tu ne peux pas retenir ta respiration, car l'oxygène trouvera toujours le moyen d'entrer dans tes poumons, du moins suffisamment pour répondre aux demandes de ton corps. Mais en général, quand tu respires, le diaphragme pompe activement l'air dans ton corps et hors de lui. Pour survivre sans que le diaphragme le fasse, il te faudrait avoir plus d'une gorge et encore beaucoup plus petit. Les fourmis ont 9 ou 10 paires d'ouvertures le long des côtés de leur petit corps. On les appelle des spiracles, et chacun est relié à une série de tubes ramifiés. C'est un système similaire aux poumons humains. Leur sang ne transporte pas l'oxygène de ces tubes vers le reste de leur corps. Au lieu de cela, les tubes diffusent cet oxygène. Les terminaisons de ces branches touchent directement les membranes de leurs cellules. Cela ne peut fonctionner que chez les animaux vraiment petits. Lorsque le corps est plus grand que 2 cm, ces tubes sont trop longs et ne peuvent pas diffuser l'air assez rapidement. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les girafes ont un long cou, qui, soit dit en passant, peut atteindre une longueur de 2,50 m. À première vue, il semble que l'évolution les ait pourvues de ce cou pour atteindre les feuilles les plus tendres des arbres. C'est un accès exclusif dont les autres animaux ne peuvent que rêver, et les girafes n'ont pas à se battre pour les meilleures feuilles. Mais avec le temps, les chercheurs ont réalisé que ce n'était pas la seule raison. Ils pensent aussi que le cou pourrait être un élément important lorsque les girafes mâles se lancent dans des combats. De la même façon que les antilopes mâles utilisent leurs dents ou que les cerfs utilisent leur bois. Plus le cou est épais, plus les chances de gagner le combat sont grandes. Certains insectes jouent à l'opossum lorsqu'il y a un prédateur à proximité. Par exemple, lors d'une expérience, des scientifiques ont observé un fourmillon à l'état larvaire. Il a été capable de faire le mort pendant 61 minutes. En quoi cela peut-il être utile? Eh bien, mettons que tu sois dans un jardin où tu vois un tas de buissons identiques avec des fruits. Tu vas vers le premier buisson et tu commences à cueillir et à manger les fruits. Miam, c'est si simple! Et tu le fais relativement vite. Mais au fur et à mesure que tu dépouilles ce buisson, tu as de plus en plus de mal à trouver d'autres fruits. Et c'est un peu irritant car cela prend beaucoup plus de temps qu'au début. Tu dois donc maintenant décider si tu dois rester là et essayer d'en trouver plus ou simplement passer à un autre buisson pour que tout soit à nouveau facile et rapide. En supposant que tu sois le prédateur et que les prédateurs soient gourmands, tu chercheras simplement à manger le plus de fruits possible en un minimum de temps. Cela signifie que tu vas passer à un autre buisson et cueillir les fruits qui s'y trouvent, puis passer au suivant et ainsi de suite. Les chercheurs expliquent la même logique lorsqu'il s'agit d'oiseaux et de larves de fourmillons. Il semblerait que les insectes fassent perdre du temps aux prédateurs lorsqu'ils font le mort, ce qui a un impact important sur la façon dont les choses se passent ensuite. De cette façon, ils encouragent le prédateur à chercher de la nourriture ailleurs, car le prédateur n'a pas autant de temps à perdre.
Donc faire semblant d'être mort est en fait un bon moyen de rester en vie. Selon l'espèce, les jeunes oiseaux passent de 10 à 30 jours dans leurs œufs. Il n'y a pas d'air à l'intérieur, mais la nature a créé un mécanisme parfait pour qu'ils puissent respirer. Pendant qu'un oisillon se développe à l'intérieur de l'œuf, une sorte de structure creuse en forme de sac se développe à partir de l'intestin. C'est comme une petite poche qui fusionne avec une deuxième membrane qui entoure l'embryon. Ensemble, ils forment un type de membrane spéciale. Ainsi, une extrémité est attachée à l'embryon, tandis que l'autre est proche de la surface intérieure de la coquille de l'œuf. Cette membrane spéciale agit comme un tissu pulmonaire et relie le monde extérieur au système circulaire de l'oisillon. La plupart des animaux ont des yeux, mais certaines espèces en requièrent davantage. Par exemple, certains reptiles, amphibiens et poissons ont un troisième œil sur le dessus de la tête. Ce n'est pas quelque chose qui améliore beaucoup leur vue, mais cela les aide simplement à se repérer grâce à la lumière du soleil et à réguler leur température corporelle. De nombreux invertébrés ont plus de 2 yeux. La plupart des araignées en ont 8, car de cette façon, elles peuvent repérer leur proie plus facilement. Lions, chiens, chats, tous ces mammifères dorment dans des positions plutôt confortables. Mais pas les baleines. Elles ressemblent à des miches de pain géantes qui flottent, scène dont un plongeur a été témoin par hasard dans la mer des Caraïbes. 6 baleines se tenaient debout, la queue pointée vers le bas, à une profondeur d'environ 20 mètres sous la surface. Les scientifiques ont découvert que lorsque les cachalots font une sieste, ils restent dans cette position pendant 10 à 15 minutes. Ils ne bougent pas et ne respirent pas. Mais ces créatures ne passent que 7% de leur temps à dormir, soit beaucoup moins que les autres mammifères. En général, elles se reposent paisiblement dans l'eau ou se détendent en nageant lentement à côté d'autres animaux marins. Lorsqu'ils bougent et dorment en même temps, ils sont en train de faire une sieste. Ces animaux ne peuvent pas aller trop profondément et doivent rester près de la surface. Les grands requins blancs dorment et chassent à de plus grandes profondeurs, ce qui signifie qu'ils ont moins de soucis pendant leur sieste. En plus on s'enfonce, plus il fait froid. Les baleines ont besoin d'environnements plus chauds qui les aident à maintenir la température de leur corps imposant. Lorsqu'ils sont seuls, les dauphins entrent dans une phase de sommeil profond. Cela se produit généralement la nuit et ne dure que quelques heures à la fois. Quand il dort, l'animal flotte à la surface. Il éteint la moitié de son cerveau. Hé, je fais pareil. Ainsi que l'œil opposé. L'autre moitié reste à un faible niveau d'alerte, éveillé et prêt à réagir si un visiteur indésirable s'approche. La partie du cerveau qui est éveillée envoie également des signaux lorsqu'il est temps de remonter à la surface pour prendre une inspiration. Les mammifères marins ont un évent. C'est un lambeau de peau qu'ils peuvent ouvrir et fermer à leur guise. Les humains respirent de façon automatique. Ton corps sait ce qu'il doit faire même quand tu dors. Mais les baleines et les dauphins ont un système de respiration volontaire. Cela signifie qu'ils doivent aller consciemment à la surface pour respirer. Et une partie de leur cerveau doit toujours être éveillée pour informer l'animal qu'il est temps de remonter. Les baleines et les dauphins peuvent retenir leur souffle bien plus longtemps que les autres espèces. Ils ont également une plus grande tolérance au dioxyde de carbone et peuvent absorber plus d'air. Leurs globules rouges stockent également plus d'oxygène. Le sang des baleines et des dauphins ne va que dans les parties du corps qui ont réellement besoin d'oxygène. Si une baleine n'utilise que son cerveau, son cœur, ses nageoires ou d'autres muscles nécessaires à la nage, à ce moment-là, ce seront également les seules parties du corps qui recevront de l'oxygène. La digestion ou d'autres fonctions peuvent attendre. L'océan n'est pas un endroit où on peut se détendre et s'endormir paisiblement. Pendant leur sommeil, les poissons réduisent leur activité. Leur métabolisme devient lent. Certains d'entre eux continuent à flotter au même endroit. D'autres trouvent un endroit plus sûr, parmi les coraux ou dans la boue. Très tôt dans leur vie, les dauphins apprennent à émettre un sifflement unique, qui aide les autres membres de leur groupe à les identifier. Cela signifie que ces sifflements spécifiques sont leurs noms, et les dauphins y répondent. Les palourdes ont des pieds. Ça ressemble à une grande langue qui dépasse parfois de la coquille. Mais c'est en fait le pied, et il est relativement long par rapport à la longueur de l'animal. Les palourdes utilisent ce membre pour se terrer dans le sable. La baleine bleue est le plus grand animal vivant. Et elle est aussi plus grande que l'était la majorité des dinosaures. Elle peut atteindre plus de 30 mètres de long et peser près de 200 tonnes. Cela équivaut à 50 éléphants adultes. La langue d'une baleine bleue peut à elle seule peser plus qu'un éléphant. Un tel géant a besoin de beaucoup manger. 1 demi-million de calories en une seule bouchée. Le cœur de la baleine bleue fait la taille d'une petite voiture et pèse 590 kilos. Pour faire circuler le sang dans un corps aussi gigantesque,
Les battements du cœur sont si forts qu'on peut les entendre même à 3 km de distance. Le pouls d'une baleine ne bat que 8 à 10 fois par minute. La baleine est l'une des créatures les plus bruyantes qui existent. Son cri peut atteindre 180 décibels, ce qui est aussi fort qu'un avion à réaction. Près de 95% du corps de la méduse est constitué d'eau. À titre de comparaison, le corps humain est composé à 60% d'eau. Ce n'est probablement pas une surprise, puisque les méduses n'ont pas de cœur, de sang, d'yeux ou de cerveau. Les autres 5% du poids de leur corps sont constitués de protéines, de muscles et de cellules nerveuses. Les méduses existent depuis plus de 500 millions d'années. Elles sont donc plus anciennes que les dinosaures. Ces créatures n'ont pas beaucoup changé, et les méduses d'aujourd'hui ressemblent beaucoup à leurs ancêtres. Ces créatures vivent dans l'océan, mais en 1991, plus de 2000 polypes de méduses ont été emmenés dans l'espace. Les scientifiques voulaient voir comment elles réagiraient dans un environnement sans gravité. Les méduses se sont reproduites et ont créé 60 000 nouveaux polypes. Mais malheureusement, ceux-ci ne pouvaient pas fonctionner normalement après leur retour sur Terre. Une espèce de méduse peut littéralement vivre éternellement. Quand elle vieillit, la créature descend au fond de la mer pour redevenir un polype. Et ce polype se transforme en une nouvelle méduse avec le même génome. Les requins du Groenland peuvent vivre 500 ans. Il s'agit d'un animal dont la durée de vie est presque la plus longue connue de tous les vertébrés. Les cachalots sont des créatures sociables qui passent leur vie entourées de leur famille. Ces animaux se soutiennent mutuellement et ont des amis proches dont ils se souviennent bien, même s'ils ne se voient pas pendant longtemps. Les anguilles électriques ont de petits yeux qui ne sont pas très efficaces dans les environnements sans lumière. Elles se fient donc surtout à leurs organes électriques. Ceux-ci sont constitués de 6000 cellules. Les anguilles les utilisent pour stocker de l'énergie comme des batteries. Ces créatures utilisent l'électricité comme les chauves-souris utilisent leur radar ou les dauphins leur sonar. Une anguille peut également produire suffisamment d'électricité pour alimenter un panneau d'ampoule électrique. Il existe un petit poisson archer tropical qui peut apprendre à reconnaître les visages humains. Ce poisson a la capacité intéressante de cracher de petits jets d'eau par sa bouche. Les chercheurs ont montré au poisson les images de 2 visages différents placés côte à côte. L'un était inconnu, l'autre familier. Le poisson était censé cracher de l'eau sur le visage familier. La créature a fait le bon choix dans plus de 80% des cas. Chaque année en hiver, les grands requins blancs qui vivent le long de la côte californienne disparaissent. C'est comme s'ils prenaient des vacances pendant 30 à 40 jours. Les animaux se rendent à un point situé à mi-chemin entre Hawaï et le Mexique. Ils le font pour se nourrir, se détendre ou passer du temps avec leurs potes d'autres régions. L'endroit est maintenant appelé le café des requins blancs. Certains types de requins, comme les macos, les requins baleines ou les requins blancs, respirent d'une manière très spécifique. Cela les oblige à nager sans arrêt. Ils doivent également se déplacer rapidement et avec la bouche ouverte. Ainsi, l'oxygène peut entrer et atteindre leurs branchies. Les éponges ou spongiaires font partie des animaux les plus primitifs. Ils sont immobiles, n'ont pas de bouche, d'yeux, d'os, de cerveau, de cœur, de poumons, ni tout autre organe. Et pourtant, ils sont vivants. Il existe une licorne des mers. C'est un animal appelé narwal. Sa corne est en fait une dent qui peut atteindre 3 mètres de long. Les lamantins, également appelés vaches de mer, sont des parents éloignés des éléphants. Leur poids peut atteindre 450 kg. Ces créatures sont végétariennes et ont besoin de manger chaque jour environ 10% de leur poids total. C'est beaucoup de salade marine. Dans certains cas, les lamantins partagent l'espace avec les alligators. Mais ils s'entendent plutôt bien. Tu peux même trouver une photo de Floride où un alligator monte sur le dos d'un lamantin. Les poissons-grenouilles ont des nageoires spéciales qui aident ces créatures à marcher sur le sable. Elles sont très utiles dans les eaux peu profondes. Un solénostomidé ou poisson fantôme est difficile à voir, mais une fois que tu l'as repéré, tu vas être très surpris. Sa tête représente plus de 40% de son corps. Les crabes n'ont pas envie de perdre du temps avec des formalités telles que mettre la nourriture dans leur bouche. C'est pourquoi ils la goûtent avec leurs pattes, là où se trouvent leurs papilles gustatives. Les iguanes marins sont les seuls lézards de notre planète qui aiment passer du temps dans l'océan, même s'ils vivent principalement sur Terre. Ce sont des herbivores qui se nourrissent dans les eaux peu profondes et nagent comme des serpents. Les iguanes utilisent leurs longues griffes pour s'accrocher au fond lorsqu'ils ont besoin de manger. Les tortues vertes peuvent parcourir plus de 12 250 km lors de leur migration. Elles essayent de trouver l'endroit idéal pour pondre leurs œufs. Les pingouins volent en quelque sorte lorsqu'ils sont sous l'eau, atteignant une vitesse de 40 km/h. Il y a plus de 500 millions d'années, c'est ce que j'ai entendu, moi je n'étais pas là à l'époque,
Les vers d'eau profonde et les humains avaient un ancêtre commun. Nous partageons donc encore 70% de nos gènes avec ces créatures. Et avec les étoiles de mer, les calmars et les pieuvres. L'océan couvre plus de 70% de notre planète et plus de 80% de celui-ci est inexploré. Plus d'1 million d'espèces y vivent. Mais il n'y a pas que des animaux. 3 millions d'épaves reposent au fond de l'océan, recelant de mystérieuses histoires. Beaucoup d'entre elles restent encore à découvrir. L'une des croyances populaires les plus répandues est que la souris aime le fromage. Ce mythe est apparu il y a longtemps, dès que les gens ont commencé à stocker de la nourriture. Comme les souris sont des visiteurs réguliers des maisons humaines, elles étaient constamment à la recherche de nourriture. Les gens avaient l'habitude de stocker les céréales dans des bocaux. Ils suspendaient la viande, mais ils posaient les fromages sur une étagère. Les souris le mangeaient donc faute de mieux, et elles auront plus tendance à s'attaquer à du chocolat ou à un autre produit sucré qu'à du fromage. Je les comprends un peu. Les flamants roses ne se tiennent pas dans l'eau sur une pâte afin de ne pas avoir froid. C'est juste une façon plus simple de fournir moins d'efforts. C'est épuisant pour nous de nous tenir sur une jambe, mais pour eux, c'est la position la plus stable qui soit compte tenu de leur anatomie. Cette pose ne nécessite aucun travail musculaire. L'une des croyances les plus répandues est que les autruches enfouissent leur tête dans le sol quand elles ont peur. Avant, les savants pensaient que les autruches n'étaient pas très intelligentes, puisqu'elles cachaient leur tête sans se rendre compte que le reste de leur immense corps restait visible aux yeux de tous. En fait, les autruches le font lorsqu'elles veulent avaler du sable et des cailloux pour stimuler leur digestion, ou simplement pour retourner les œufs qu'elles ont pondus dans leur nid. Et techniquement, elles n'enterrent même pas leur tête, mais la reposent près du sol. Si elles mettaient la tête dans le sable, les pauvres bêtes ne pourraient plus respirer. Et il n'y a aucune raison de penser que l'autruche est peureuse. Comme bien d'autres animaux, elle s'enfuira si elle sent un danger arriver, ou bien elle saura se défendre. Quelle est selon toi la plus grande chose qu'une baleine bleue puisse avaler ? Je parle bien du plus gros animal ayant jamais vécu sur notre planète. Elle peut mesurer jusqu'à 30 mètres de long et peser 200 tonnes. Son cœur est aussi gros qu'une voiture et sa langue peut peser aussi lourd qu'un éléphant. On imagine facilement une baleine bleue en train d'avaler des voitures, des gens et même des petits bateaux, mais c'est faux. La plus grande chose qu'elle puisse réellement avaler est un pamplemousse. Sa gorge peut laisser passer la taille d'une petite assiette à salade. Les baleines se nourrissent de petits poissons, de plancton et de crustacés. Donc, elles n'ont pas besoin d'une immense gorge. En revanche, nous ne pourrions pas survivre au suc gastrique d'une baleine bleue. Il nous achèverait en 15 secondes. C'est à peu près le temps que l'on pourrait passer dans l'espace en combinaison. Les dromadaires ne stockent pas d'eau dans leurs bosses. Ces animaux peuvent résister à des conditions extrêmes. S'ils peuvent survivre en ne buvant qu'une fois tous les 8 à 10 jours, ce n'est pas parce qu'ils ont une réserve secrète dans le dos, mais parce que lorsqu'ils boivent, ils peuvent avaler près de 200 litres d'eau d'un coup. Cela reconstitue 30% de leur poids corporel, soit la quantité qu'ils peuvent perdre par déshydratation. Ils perdent donc beaucoup d'eau, mais en regagnent vite. Leur bosse est en fait un stock de graisse. L'oxygène que les dromadaires inhalent pourrait leur faire perdre trop d'eau car celle-ci s'évapore dans les poumons. En revanche, ils utilisent leur graisse comme source nutritionnelle d'énergie. Ceci les aide à survivre dans les régions arides et en période de pénurie. Le fourmilier n'aspire pas vraiment les fourmis avec son long museau. Cet animal géant a une très longue langue qui peut mesurer jusqu'à 60 cm de long. Elle a la forme d'un spaghetti et est recouverte de crochets épineux et de salive collante qui piègent les fourmis. Il peut la sortir jusqu'à 160 fois par minute, ce qui signifie qu'il peut manger jusqu'à 20 000 insectes en une seule journée. Il ouvre les fourmilières à l'aide de ses griffes, puis il finit le travail avec sa langue. Il n'a pas de dents, donc il avale son repas tout rond. Le cinéma a pu te donner un faux sentiment de sécurité en ce qui concerne les dinosaures. Rester immobile face à un T-Rex ne te sauvera pas. Prétendre que le roi des dinosaures avait une très mauvaise vue n'est qu'un mythe. Il voyait aussi bien que les rapaces d'aujourd'hui. Il avait une excellente perception de la profondeur
une capacité présente chez les aigles et les faucons actuels. Et même si par miracle, il ne te voyait pas ou s'il pensait que tu n'es qu'un petit arbuste parce que tu restes immobile, sache qu'il avait aussi un très bon odorat. Donc, la meilleure option serait de courir car le T-Rex n'est pas aussi rapide que ce que pensaient les scientifiques qui estimaient sa vitesse de pointe à 50 km/h. Au vu de son anatomie, il pouvait à peine atteindre les 20 km/h. Courir plus vite lui aurait causé de graves lésions osseuses. Mais cela ne l'a pas empêché de régner sur le monde animal, car beaucoup de dinosaures étaient plus lents que lui. Il n'avait donc aucun mal à se nourrir. Une autre idée reçue affirme que les hiboux peuvent faire tourner leur tête à 360 degrés. Leur angle de rotation est limité à 270 degrés dans chaque direction, ce qui leur offre une amplitude de mouvement de 540 degrés. Ne t'inquiète pas si tu touches les ailes d'un papillon. Il ne perdra pas sa capacité à voler. Il survivra malgré les idées reçues. Les ailes des papillons ont des écailles. Quand on les touche, certaines peuvent se détacher, mais ce n'est pas forcément grave, car elles se détachent aussi naturellement. C'est d'ailleurs grâce à ces écailles que les papillons peuvent parfois s'échapper s'ils sont coincés dans une toile d'araignée. Le mythe suivant a inspiré de nombreux films, livres et séries. Mais non, les loups ne hurlent pas à la dune. Ils hurlent surtout la nuit, c'est vrai, mais uniquement parce que c'est la période où ils sont le plus actifs. Ils lèvent la tête en le faisant, car cela aide le son à se propager. Les autres loups peuvent aussi les entendre jusqu'à une distance de 10 à 15 km. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils hurlent, pour communiquer entre eux. Ils émettent des sons spécifiques à chaque situation, comme par exemple pour aider un loup qui a perdu sa meute à retrouver son chemin. La lune n'a donc rien à voir avec ça. On dit que les girafes n'ont besoin que de 30 minutes de sommeil par jour. C'est faux. Elles dorment environ 4h30 par jour. Ce n'est pas si inhabituel pour les espèces animales qui sont les plus actives durant la journée. Des études ont aussi démontré que les girafes s'allongeaient pour dormir moins de 11 minutes à chaque fois. Beaucoup de gens pensent que les taupes sont aveugles. En fait, ces petits mammifères fouisseurs voient, mais leur vue est très faible, car elle leur sert juste à reconnaître la lumière. Elles sont aussi daltoniennes. Lorsqu'elles cherchent de la nourriture dans l'obscurité du sous-sol, ces créatures se fient surtout à leur toucher et à leur odorat. Leur sens du toucher est très développé et leur permet de ressentir les vibrations du sol. Cela les aide à éviter le danger ou à trouver plus facilement leur repas, qui est composé de 1000 pattes, de vers et d'autres invertébrés. Elles creusent assez vite, avançant de plusieurs centimètres par minute. Les animaux hibernent non pas parce qu'il fait trop froid pour rester dehors en hiver, mais parce qu'il n'y a pas assez de nourriture durant cette période. Quand un animal hiberne, son rythme cardiaque, sa température, sa respiration et ses autres activités métaboliques ralentissent considérablement. Il conserve alors son énergie. Les tamias, les chauves-souris, les tortues et les serpents hibernent pendant l'hiver, ce qui leur permet d'économiser de l'énergie pour les autres saisons où ils seront plus à même de se procurer de la nourriture. Si tu penses aux ours, ce ne sont pas de vrais hibernants. Et si tu essayes d'en caresser un pendant l'hiver en pensant qu'il dort, tu risques d'être très surpris. Ils sont ralentis et ils dorment pendant de longues périodes, mais ils ne roupillent pas forcément pendant tout l'hiver et tu peux facilement les réveiller pendant leur sommeil. Et pour finir, les perce-oreilles ne te pondront pas d'œufs dans les oreilles. Malgré leur nom, tes oreilles ne les intéressent pas. Du moins, il n'y a rien qui permette de le prouver. Ils préfèrent passer leur temps dans des endroits sombres et humides, comme sous l'écorce des arbres ou dans la terre. Donc, sois tranquille. Le ligre est probablement l'animal hybride le plus populaire et un chat incroyablement grand. Tu n'en croiseras pas dans la nature. On produit le plus souvent ce croisement de façon délibérée. Les lions et les tigres ne vivent pas dans les mêmes régions. Le ligre est un croisement entre un lion et une tigresse et il peut devenir très grand en très peu de temps. Ce sont en fait les plus grands chats du monde. Hercule, le plus grand ligre connu, en est un exemple concret. 418 kg et 3,30 m de long. Imagine-toi l'emmener en promenade. Les ligres sont généralement bien plus grands que leurs parents. Dans la plupart des cas, ils se comportent et ressemblent plus à des lions qu'à des tigres. Mais ils ont aussi quelques traits du tigre. Par exemple, ils ont le dos rayé et adorent nager.
Et maintenant, le tigron. Personne ne pourrait te reprocher de penser que le tigron et le ligre sont fondamentalement le même animal. Après tout, ils sont tous deux une combinaison de tigre et de lion. Mais le tigron est issu du croisement d'un tigre et d'une lionne. Il est généralement plus menu que ses parents et beaucoup plus petit que son cousin géant. Peut-on les qualifier de cousins ? Dans la plupart des cas, les tigrons héritent de l'allure charmante de leur père tigre, mais ils obtiennent aussi quelques traits intéressants du côté de leur mère. Par exemple, la socialisation et la capacité à rugir. L'un des animaux hybrides les plus rares au monde est sans conteste le balfin. Il est issu d'un croisement entre une femelle grand dauphin et d'un mâle fausse orque. Son nom peut porter à confusion, mais la fausse orque appartient à la famille des dauphins. Et elle n'est même pas apparentée aux orques. Les balfins sont un exemple très intéressant de mélange à 50-50 de leurs deux parents. Ils ont la peau gris foncé, soit le mélange parfait entre une fausse orque noire et un dauphin gris clair. Les dauphins ont entre 80 et 100 dents, les fausses orques en ont 44. Et leur petit hybride est à mi-chemin avec 66 dents. À quoi ressemblerait un croisement entre une algue et une limace ? Pas besoin d'imaginer, le résultat existe, et c'est une limace de mer. Elle vit dans les marais salés du Canada et de la Nouvelle-Angleterre, et c'est probablement la créature hybride la plus bizarre que tu verras dans cette vidéo, voire même dans le monde, mi-végétale, mi-animale. Certaines limaces semblent avoir eu la bonne idée de s'accaparer les gènes des algues innocentes, dont elles se nourrissaient, ce qui explique la similitude. Comme elles sont partiellement des plantes elles-mêmes, elles peuvent produire le pigment végétal appelé chlorophylle. Cela signifie que ces limaces inhabituelles sont même capables de photosynthèse. C'est le processus qu'utilisent les plantes pour transformer la lumière du soleil en énergie. Ainsi, elles produisent leurs propres molécules qui contiennent de l'énergie sans avoir à manger quoi que ce soit. Lorsque les scientifiques l'ont découverte, la limace de mer était le premier cas d'un animal multicellulaire capable de produire de la chlorophylle. Qu'est-ce que tu obtiens si tu mélanges un léopard et une lionne ? Encore un hybride intéressant, appelé le léopon. Ces animaux sont presque aussi grands que les lions, mais ils ont des pattes plus courtes, comme leur père le léopard. Ils héritent aussi de certains de ces traits, comme la passion de l'escalade et de la natation. Il peut aussi y avoir une union entre un lion et un léopard femelle, et le résultat s'appelle un lipard. Les lions mâles mesurent généralement environ 3 mètres de long et pèsent environ 230 kg. La femelle léopard est beaucoup plus menue avec seulement 1,50 m de long et 36 kg. La différence de taille est si importante que cette union n'est pas si fréquente. Bon, maintenant, pourquoi pas un bison avec une vache ? Quand tu étais petit, tu as peut-être pensé qu'il pouvait faire bon ménage, mais en réalité, cette combinaison crée un animal hybride inhabituel appelé le bifalo. Peu d'animaux hybrides peuvent se reproduire, mais le bifalo le peut. Quand un grizzly et un ours polaire s'accouplent, cela donne un ours appelé growler ou pisli, ou encore grizzlard. Choisis celui que tu préfères. On peut même en voir dans la nature. Ces deux types d'ours se vouent généralement à mépris mutuel, et ils ne sont pas doués pour vivre ensemble dans un habitat commun. Mais, même si c'est rare, l'amour peut frapper n'importe où et donner naissance à ces adorables hybrides de couleur caramel. Dans la plupart des cas, ils seront un peu plus petits que les ours polaires. Ils mesurent en moyenne 1,50 m au garrot, et leur poids est d'environ 455 kg. Mais ils sont bien équipés pour survivre dans des climats plus chauds grâce aux gènes qu'ils ont reçus de leur famille grizzly. Passons maintenant à un animal plutôt coriace, le jaglion. Comme son nom l'indique, c'est un hybride issu du croisement entre un jaguar et une lionne. Nous ne savons pas grand-chose de ces grands félins intrigants, car il n'en existe que quelques spécimens. Mais un croisement imprévu entre un jaguar noir et une lionne a finalement donné naissance à deux petits jaglions. L'un avait un pelage gris foncé avec des taches noires à cause du gène dominant de la mélanine que possèdent généralement les jaguars noirs. L'autre avait une couleur de lion et les taches en forme de rosette du jaguar. Tu l'auras deviné, il existe aussi le liguar, un hybride entre une femelle jaguar et un mâle lion. En parlant de chats sauvages, as-tu déjà entendu parler de chats savannah ? Ils appartiennent à la fois à la catégorie des animaux domestiques et à celle des hybrides exotiques, puisqu'ils sont le mélange d'un chat domestique et d'un type de serval africain hybride. On parle ici d'un animal étonnant, faisant presque la taille d'un chat domestique.
mais ce qui lui donne son aspect exotique, ce sont son long corps, ses formes élancées et son pelage tacheté. Ces chats sont des créatures extrêmement loyales, intelligentes et affectueuses. Voici maintenant un mélange inattendu, un zébroïde. Techniquement, c'est le nom qu'on utilise pour décrire un hybride venant du zèbre et de n'importe quelle espèce équine. Mais si tu fais s'accoupler un zèbre et une jument, leur petit s'appelle un zébrule. Les hybrides de zèbres ressemblent généralement à l'animal avec lequel ils ont été croisés, mais avec le pelage rayé d'un zèbre pur. La plupart de ces créatures hybrides n'ont pas un pelage entièrement rayé. Il y a des rayures, surtout sur les zones non blanches de leur corps et de leurs pattes. En parlant d'hybride de zèbre, regarde cette adorable créature. On l'appelle un zébrane. Il est généralement de couleur fauve, grise ou brune. On le distingue grâce à des rayures uniques qui sont plus foncées sur ses pattes et son ventre. Contrairement à certains hybrides comme le ligre, les zébranes peuvent normalement vivre à l'état sauvage. C'est d'ailleurs là qu'on les rencontre, vivant pleinement leur vie dans la savane et dans la brousse, principalement en Afrique. Peux-tu deviner ce qu'est un chabin ? Oui, c'est une combinaison de chèvre et de mouton. Et certainement l'une des créatures hybrides les plus adorables de cette vidéo. Les chabins sont très rares. Certains experts pensent même qu'il est possible qu'ils ne soient pas de véritables hybrides, mais simplement des moutons présentant certaines anomalies génétiques. Après tout, les moutons et les chèvres portent un nombre différent de chromosomes, ce qui signifie que les mélanges entre espèces sont presque impossibles. Quand on croise un dromadaire et un lama, on obtient une petite chose mignonne appelée kama. Semblable au buffalo, le kama rassemble les meilleurs traits de ses deux parents. Le premier kama est né en 1998. Les kamas n'ont pas de bosse, leur corps est recouvert d'une fourrure douce et molletonnée, semblable à celle du lama. Ils peuvent boire de grandes quantités d'eau à la fois, ce qui leur permet de survivre sans eau pendant de très longues périodes. Le coï-loup est un hybride qui n'a pas l'air si inhabituel pour la plupart des gens, puisque le coyote et le loup n'ont pas une apparence si radicalement différente. Après tout, ces deux espèces n'ont divergé qu'il y a environ 200 000 ans. Aujourd'hui, ils sont encore capables de s'accoupler et de donner naissance à des coï-loups. Les personnes vivant dans l'est du Canada et des États-Unis connaissent peut-être ces animaux intelligents et adaptables qui peuplent leurs forêts, leurs parcs et leurs quartiers, ou parfois même leurs villes. Ces hybrides sont apparus aux environs du siècle dernier. Et ils ont repris les caractéristiques de leurs deux parents. Lorsqu'un coï-loup est adulte, il a une taille intermédiaire entre celle de ses deux parents. Mais il pèse aussi 25 kg de plus que les coyotes purs et a une plus grosse mâchoire, des pattes plus longues, des oreilles plus petites et une queue plus touffue. Voici maintenant le narluga, une créature extrêmement rare, issue du croisement entre un narval et un beluga. C'est un animal assez étrange, mais loin d'être solitaire, qui vit principalement dans l'Atlantique Nord. Les scientifiques soupçonnaient son existence depuis des décennies. En 1990, ils ont trouvé un crâne de baleine d'apparence inhabituelle dans la cabane à outils d'un chasseur inuit au Groenland. Les gens de cette région ont dit qu'il y avait d'autres animaux d'apparence similaire et qu'ils ne correspondaient à la description ni d'un beluga ni d'un narval. Ils ont dit qu'ils avaient la peau grise, une queue semblable à celle du narval et des nageoires semblables à celles du beluga. Les narvals et les belugas ont une taille similaire et ils partagent une même famille, celle des monodontidés. Il n'est donc peut-être pas si surprenant qu'ils puissent se reproduire avec succès dans la nature. Les lions, les éléphants et les ours. 3 des membres les plus majestueux, mais aussi les plus intimidants du règne animal. Pourrait-il y avoir quelque chose qui intimide ces créatures ? Tu pourrais être surpris. Commençons par le roi universellement reconnu des animaux, le lion. Certains prétendent que ce gros chat de la savane a peur de la substance la plus vitale connue de l'homme. Un petit indice, elle couvre 70% de la surface de la Terre. Vraiment, le lion aurait peur de l'eau? Non, c'est un mythe. Les lions aiment se baigner, notamment car cela leur permet de se rafraîchir. Cela a du sens lorsque l'on pense au climat auquel ces créatures doivent faire face. Les températures, dans un climat de savane, vont de 20 degrés à 30 degrés. Nous, les humains, avons très envie d'aller à la plage dès que le temps est chaud. Alors pourquoi devrions-nous nous attendre à quelque chose de différent de la part du lion ? Surtout si l'on considère que ces créatures présentent généralement un poids compris entre 127 et 190 kg, doublé d'un épais manteau de fourrure. L'ironie de ce mythe
qui stipule que les lions ont peur de l'eau et qu'ils sont en fait d'excellents nageurs. Il en va de même pour tous les autres grands félins de ces climats chauds, comme les tigres, les léopards, les jaguars et les oslots. Ce sont en fait les grands chats des climats froids qui font de leur mieux pour éviter l'eau. Cela s'applique à des félins comme les chats sauvages, les lynx et les léopards des neiges. Ces derniers vivent dans le biome froid de la toundra alpine, une zone rocheuse et montagneuse. Les températures y descendent jusqu'à 1 degré. Encore une fois, il est parfaitement logique que ces grands chats des climats froids redoutent l'eau. Mouiller leur pelage réduirait leurs chances de conserver leur chaleur. Mais il ne faut pas chercher bien loin pour comprendre d'où vient le mythe affirmant que les lions ont peur de l'eau. En fait, il y a de fortes chances que la raison se trouve près de ton écran d'ordinateur en ce moment même, sautant partout et faisant des bêtises. C'est vrai, nous avons peut-être sauté un peu trop vite à la conclusion que certains aspects comportementaux de nos propres chats de compagnie correspondraient à ceux d'un lion. Les chats domestiques, bien qu'apparentés à tous les grands félins mentionnés précédemment, ne descendent pas directement d'eux. Ils se sont plutôt développés sur des millions d'années à partir d'un seul ancêtre sauvage qui existe encore aujourd'hui dans la nature, le chat sauvage d'Afrique. Comme l'eau n'est pas abondante en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, ces chats n'y ont pas été beaucoup exposés. Et comme leurs descendants, ils ne l'apprécient que pour la boire. Comme tu le vois probablement avec ton animal de compagnie, ils se baignent rarement et interagissent peu avec l'eau en général. Heureusement pour eux, ils n'en ont pas besoin. Ces félins domestiques utilisent leur langue pour se nettoyer. Elle est munie de minuscules papilles en forme de crochet qui aident les chats à faire disparaître les nœuds et à garder leur pelage propre, bien odorant et dans un état généralement impeccable. Les chats en général sont des créatures farouchement individualistes. Et tu es peut-être en train de t'insurger devant ton écran parce que ton chat, lui, adore l'eau et c'est tout à fait possible. Certains chats aiment même jouer avec, par exemple, les gouttes du robinet ou les bulles dans ton bain. Il existe des races spécifiques de chats domestiques connues pour apprécier la vie aquatique plus que d'autres. Le turc de Van, par exemple, qui est aussi connu sous le nom approprié de chat nageur. On pense que cette race a développé une affinité pour l'eau en nageant dans le lac Van pour se rafraîchir. Ce lac se trouve dans la région où ces animaux ont évolué. Passons maintenant à un problème auquel un chat n'a absolument pas à faire face. As-tu déjà entendu parler de la musophobie ? Également connue sous le nom de suriphobie, ces deux mots désignent une peur des souris et des rats. Il existe une croyance populaire selon laquelle l'éléphant souffre de cette phobie. Cet animal mesure environ 3 mètres et pèse 4000 kilos. Et il aurait peur d'une créature qui ne mesure que 10 cm et pèse moins de quelques grammes ? Comment cette croyance est-elle apparue ? Eh bien, le fondement de cette rumeur repose sur la possibilité que les éléphants soient bel et bien paranoïaques à l'idée que les souris puissent grimper dans leur trompe. Si une souris réussissait à le faire, il y aurait un risque qu'elle provoque une irritation et un blocage à l'intérieur de celle-ci. Sans vouloir être rabat-joie, il semble que cette croyance soit aussi un mythe. Les chercheurs affirment qu'il n'y a aucune preuve concrète qui suggère que les éléphants aient peur des souris. Tout au plus, concèdent-ils que l'animal gigantesque peut parfois prendre peur à l'apparition soudaine du petit rongeur, ce qui est exactement la même chose pour nous. Les experts affirment également que même si une souris parvenait à s'introduire dans la trompe d'un éléphant, ce dernier pourrait la faire ressortir sans effort d'un simple souffle d'air. Il existe également des preuves que dans la plupart des cas, l'animal n'est pas dérangé par les rongeurs et autorise même les souris à grimper sur sa tête et sa trompe. Les chercheurs sont sûrs que tant qu'un éléphant est en bonne santé, il n'existe aucun autre animal qu'il craigne et ce simplement en raison de sa taille. Ainsi, les lions n'ont pas peur de l'eau et les éléphants ne semblent pas avoir peur des souris. Mais est-ce qu'au moins l'une de ces rumeurs de peur animale est vraie ? Serons-nous tout aussi déçus en nous intéressant à la question de savoir si l'ours a une peur légitime ? Eh bien, ce serait compter sans le meilleur ami de l'homme. Oui, les ours se sentent assez mal à l'aise lorsqu'ils sont en présence de chiens. Et ce malgré une parenté génétique éloignée avec eux. Lorsque les deux créatures se rencontrent, le chien est capable de poursuivre, d'intimider, de coincer ou de contrarier l'ours.
Quant au puissant animal, il essayera plutôt d'éviter tout affrontement avec le chien. Il existe même une race de chiens finlandais connue sous le nom de chien d'ours de Carélie. Cette espèce est spécialement employée pour tenir tête aux grands animaux comme les ours. Ce chien a un excellent sens de l'orientation, une grande souplesse et maîtrise de son corps, du courage, un bon odorat et de la persévérance. Cela signifie-t-il que tu peux te promener avec ton chien dans une zone connue pour abriter des ours et te sentir absolument serein et confiant grâce à la présence de ton fidèle compagnon? Pas vraiment. Même si les ours peuvent être nerveux en présence de chiens, il ne faut pas oublier leur taille ni leur puissance. L'ours noir américain peut atteindre une hauteur de près de 2 mètres et peser jusqu'à 300 kilos. Si une mère ours n'a nulle part où aller, ou si elle sent que ses petits sont en danger, il est tout à fait possible qu'elle se mette en colère, ce qui peut entraîner de gros problèmes pour toi ou ton chien. Donc personne ne devrait jamais éprouver cette théorie. Au lieu de cela, si tu prévois un jour de visiter une région inconnue avec ton chien, tu devrais d'abord te familiariser avec la faune que tu pourrais y rencontrer. Parce que tu ne sais jamais ce qu'un ours fera lorsqu'il te remarquera avec ton toutou, surtout si l'on tient compte de leur légère cynophobie, qui est le nom donné à la peur des chiens. Au moins, nous avons réussi à trouver une véritable peur d'un autre animal parmi ces 3 cadors de la chaîne alimentaire. Mais n'est-il pas étrange que le chien qui apporte à beaucoup d'entre nous tant de joie et de réconfort soit aussi une créature assez pugnace pour affronter un ours? Eh bien, tous les héros ne portent pas de cape. Certains portent simplement de la fourrure et un collier. Et tant qu'on y est, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qui effraie nos fidèles compagnons à fourrure? T'es-tu déjà demandé pourquoi ton chien était mal à l'aise lorsqu'il entend des bruits forts? Le degré de peur diffère chez chaque chien. Mais c'est la simple imprévisibilité du tonnerre et des éclairs ou des fortes détonations qui accompagnent les feux d'artifice qui provoquent le malaise de ton chien. L'incapacité à comprendre ce qui provoque ce bruit assourdissant peut pousser ton chien à trembler, à rentrer sa queue entre ses pattes ou même à s'enfuir de la maison. Une autre situation qui peut vraiment effrayer vos fidèles animaux de compagnie est lorsque nous les laissons tout seuls. Cela peut malheureusement devenir un cauchemar pour tes voisins, car un symptôme courant de cette peur est l'aboiement excessif. Cette peur peut aussi causer des problèmes plus près de chez toi. Tu t'es déjà demandé pourquoi ton chien avait mâchouillé ton canapé? Ces accidents d'apprentissage sont typiques lorsqu'un chien souffre d'anxiété liée à la séparation. Mais tu ne peux pas rester longtemps en colère contre ton chien, n'est-ce pas? Ton meilleur ami se rattrapera lorsque vous croiserez un ours.